Je n'oublierai jamais cette nuit-là. C'était un vendredi soir comme les autres. Je rentrais du travail par l'autoroute. Il faisait déjà nuit noire et j'avais hâte d'arriver chez moi pour me détendre après une longue semaine. La circulation était fluide. Je roulais tranquillement sur la voie du milieu. Soudain, j'ai aperçu dans mon rétroviseur les phares d'une voiture qui arrivait à toute allure. Elle zigzaguait entre les fils, dépassant dangereusement les autres véhicules. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait que la voiture m'a frôlé en me dépassant par la droite. J'ai donné un coup de volant instinctif pour l'éviter et j'ai klaxonné, énervé par cette conduite irresponsable. La voiture, une grosse berline noire, s'est alors rabattue juste devant moi en freinant brusquement. J'ai dû piler pour ne pas la percuter. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le conducteur semblait vouloir me provoquer délibérément. J'ai décidé de changer de fil pour m'éloigner de ce fou du volant. Mais à ma grande surprise, la berline noire a fait de même, se plaçant à nouveau juste devant moi. J'ai commencé à avoir vraiment peur. Ce type me suivait, c'était clair. J'ai accéléré pour tenter de le semer, mais il a fait de même, restant collé à mon pare-choc. Pendant de longues minutes, j'ai essayé de le distancer, changeant sans cesse de fil, accélérant quand je le pouvais. Mais rien n'y faisait. La berline noire me collait comme mon ombre. Mon angoisse montait de plus en plus. Pourquoi s'acharnait-il ainsi sur moi? Qu'est-ce que je lui avais fait? J'ai tenté de garder mon calme et de réfléchir. La prochaine aire de repos n'était qu'à quelques kilomètres. Je me suis dit que je pourrais m'y arrêter. Il y aurait sûrement du monde. Je serais en sécurité. Mais au moment où j'ai mis mon clignotant pour sortir, la berline noire a accéléré d'un coup, me bloquant l'accès à la sortie. J'ai dû continuer tout droit, le cœur au bord des lèvres. C'est là que j'ai vraiment commencé à paniquer. Ce type était complètement malade. Il ne me lâcherait pas. J'ai accéléré encore, dépassant largement les limitations de vitesse. La berline noire me suivait toujours, collée à moi. Je voyais ses phares m'aveugler dans mon rétroviseur. Soudain, elle a fait une embardée sur le côté et s'est mise à ma hauteur. J'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai aperçu le visage du conducteur. Un homme d'une quarantaine d'années, le regard fou, qui me fixait avec un rictus effrayant. Il a fait un geste de la main, comme s'il me disait de m'arrêter. J'ai secoué la tête frénétiquement et j'ai accéléré encore. La berline noire a alors commencé à me faire des queues de poisson, tentant de me faire sortir de la route. Je serrais le volant si fort que mes jointures étaient à blanche. J'étais terrorisé, persuadé que j'allais mourir sur cette autoroute. Les larmes me montaient aux yeux, j'avais du mal à voir la route. Dans un éclair de lucidité, j'ai pensé à appeler les secours. J'ai attrapé mon téléphone d'une main tremblante, tout en essayant de garder le contrôle de ma voiture. Mais au moment où j'allais composer le numéro, la berline noire a donné un violent coup dans mon aile. Ma voiture a fait une embardée, j'ai lâché mon téléphone qui est tombé au sol. J'ai réussi à reprendre le contrôle in extremis, évitant de justesse la glissière de sécurité. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je ne pouvais plus réfléchir. J'étais en mode survie. Je n'avais qu'une idée en tête, fuir ce monstre qui me poursuivait. J'ai aperçu une sortie d'autoroute qui approchait. Sans réfléchir, j'ai décidé de la prendre. J'ai coupé brutalement 2 fils, manquant de percuter une autre voiture. La berline noire m'a suivi, klaxonnant comme un fou. Je me suis engagé sur la bretelle de sortie à toute vitesse, priant pour qu'il y ait du monde, des témoins, n'importe quoi qui puisse me sauver. Mais la route sur laquelle je venais de m'engager était déserte. C'était une petite départementale qui serpentait dans la campagne. Pas une lumière à l'horizon, pas une maison en vue. J'étais seul face à ce fou furieux. La berline noire était toujours derrière moi, me talonnant de près. J'ai continué à rouler à fond, prenant les virages à la limite du dérapage. Je ne savais pas où j'allais. Je suivais juste la route en espérant tomber sur une ville, un village, n'importe quoi. Soudain, dans un virage particulièrement serré, j'ai senti ma voiture déraper. J'ai perdu le contrôle. Elle a fait un tête-à-queue avant de s'immobiliser sur le bas-côté. J'étais sonné. Ma tête avait heurté le volant. Du sang coulait sur mon visage. J'ai vu avec horreur la berline noire s'arrêter à quelques mètres. La portière s'est ouverte. L'homme en est sorti.
Il s'approchait de ma voiture d'un pas déterminé. J'ai essayé de redémarrer mais le moteur ne répondait plus. J'étais piégé. L'homme était maintenant tout près. Je voyais son visage déformé par la rage à travers ma vitre. Il a attrapé la poignée de ma portière et a tiré dessus violemment. Par miracle, elle était verrouillée. Il s'est mis à tambouriner sur la vitre en hurlant des insultes. J'étais paralysé par la terreur. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus réfléchir. Je fixais cet homme qui semblait prêt à tout pour m'atteindre. Il a sorti quelque chose de sa poche, une clé à molette. Il l'a brandie au-dessus de sa tête, prêt à briser ma vitre. C'est à ce moment-là que j'ai vu des lumières bleues clignoter au loin. Une voiture de police arrivait. L'homme l'a vue aussi. Il a hésité un instant, puis il est retourné en courant vers sa voiture. Il a démarré en trombe et a disparu dans la nuit. Les policiers se sont arrêtés à ma hauteur. Ils m'ont sorti de ma voiture, m'ont rassuré. J'étais en état de choc, incapable de parler. Ils m'ont conduit à l'hôpital où j'ai été soigné pour mes blessures légères. J'ai passé des heures à leur raconter ce qui s'était passé. Ils ont pris ma déposition, m'ont dit qu'ils allaient enquêter. Mais je savais au fond de moi que cet homme ne serait jamais retrouvé. Depuis cette nuit-là, je ne conduis plus sur l'autoroute. Je ne sors plus seul la nuit. J'ai peur dès que je vois une berline noire. Cette expérience m'a profondément marqué. Je ne comprends toujours pas pourquoi cet homme s'est acharné ainsi sur moi. Était-ce juste un fou? Ou y avait-il une raison à sa folie? Je ne le saurais probablement jamais. Mais une chose est sûre, je n'oublierai jamais cette nuit où un banal trajet en voiture s'est transformé en cauchemar. Cette nuit où j'ai cru mourir sur une route déserte poursuivi par un fou furieux. Cette nuit qui a changé ma vie à jamais. Aujourd'hui encore, quand je prends le volant, je ne peux m'empêcher de jeter des coups d'œil anxieux dans mon rétroviseur. J'ai toujours peur de voir apparaître ces phares menaçants, cette berline noire qui me poursuivrait à nouveau. Je sais que c'est irrationnel, mais c'est plus fort que moi. Cette expérience m'a laissé des séquelles psychologiques profondes. Je me demande souvent ce qui se serait passé si la police n'était pas arrivée à temps. Qu'aurait fait cet homme? Jusqu'où serait-il allé? Ces questions me hantent encore aujourd'hui. Je fais des cauchemars où je revois son visage déformé par la rage, où je sens à nouveau cette terreur qui m'a paralysé. J'ai essayé d'en parler à mes proches, à un psychologue, mais personne ne peut vraiment comprendre ce que j'ai vécu cette nuit-là, cette peur viscérale, cette certitude que j'allais mourir. On me dit d'oublier, de passer à autre chose, mais comment oublier un tel traumatisme? Je sais que je dois avancer, que je ne peux pas laisser cette expérience définir le reste de ma vie. Mais c'est un combat de tous les jours. Chaque fois que je monte dans une voiture, chaque fois que je vois une berline noire, je dois lutter contre mes angoisses. Cette nuit-là m'a appris que le danger peut surgir n'importe quand, n'importe où. Que notre vie peut basculer en un instant, sans raison apparente. C'est une leçon difficile à accepter, mais c'est ma réalité désormais. Je ne sais pas si un jour je pourrai totalement surmonter cette expérience, mais je continue à avancer, jour après jour. Je reste vigilant, mais j'essaie de ne pas laisser la peur me paralyser. C'est un équilibre fragile, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à vivre. Cette histoire, je la partage aujourd'hui pour la première fois. Peut-être que cela m'aidera à exorciser mes démons, peut-être que cela aidera d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires, ou peut-être que cela servira simplement d'avertissement. Soyez prudents sur la route, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'étais sur la route nationale 7, en direction de Lyon, quand tout a basculé. C'était une journée ordinaire de septembre, le ciel était gris et il pleuvait légèrement. Je rentrais d'un week-end chez des amis et j'avais hâte de retrouver mon appartement. La circulation était fluide et je roulais tranquillement, la radio en fond sonore. Soudain, à environ 500 mètres devant moi, j'ai aperçu un nuage de fumée et des débris sur la chaussée. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un terrible accident. 2 voitures étaient enchevêtrées,
L'une d'elles retournait sur le toit. Des morceaux de tôle et de verre jonchaient la route. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai immédiatement ralenti et me suis garé sur le bas-côté, à une distance de sécurité. D'autres voitures commençaient à s'arrêter également. J'ai attrapé mon téléphone pour appeler les secours, mais je n'avais pas de réseau à cet endroit. Merde. Sans réfléchir, je suis sorti de ma voiture pour voir si je pouvais aider. L'odeur d'essence et de caoutchouc brûlé m'a pris à la gorge. En m'approchant des véhicules accidentés, j'entendais des gémissements. Il y avait des survivants. Il fallait agir vite. La première voiture, une berline grise, était sur le toit. Le conducteur, un homme d'une quarantaine d'années, était conscient mais coincé dans l'habitacle. Il saignait abondamment du visage. « Aidez-moi, je vous en supplie !» criait-il. J'ai essayé d'ouvrir la portière, en vain. Elle était bloquée. Je me suis alors dirigé vers la deuxième voiture, un SUV noir. Le pare-brise était complètement fissuré, mais je distinguais 2 personnes à l'intérieur. Une femme blonde d'environ 30 ans était au volant, inconsciente, la tête contre l'airbag. Sur le siège passager, un homme semblait également inconscient. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Je ne savais pas par où commencer. Devais-je essayer de les sortir? Attendre les secours? Et s'il y avait un risque d'explosion? C'est alors qu'un homme est arrivé en courant. Grand, athlétique, il portait un blouson en cuir noir. « Je suis médecin », a-t-il lancé. « Laissez-moi faire, je vais m'en occuper. » Soulagé, je me suis écarté pour le laisser intervenir. Il s'est d'abord dirigé vers la berline retournée. En quelques gestes précis, il a réussi à ouvrir la portière et à extraire le conducteur. L'homme gémissait de douleur mais semblait hors de danger. Le médecin s'est ensuite occupé des occupants du SUV. Il a réussi à ranimer la conductrice qui reprenait peu à peu conscience. Quant aux passagers, ils ne bougeaient toujours pas. D'autres personnes s'étaient rassemblées autour de nous. Certains filmaient la scène avec leur téléphone. Je me sentais un peu inutile, ne sachant que faire pour aider. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le médecin semblait fouiller frénétiquement dans le SUV comme s'il cherchait quelque chose. Son comportement ne correspondait pas du tout à celui d'un professionnel de santé en train de porter secours. Intrigué, je me suis rapproché discrètement. Et là, j'ai vu une scène qui m'a glacé le sang. Le soi-disant médecin était en train de vider le sac à main de la conductrice. Il en sortait son portefeuille, ses papiers, son téléphone. Mon cerveau a mis quelques secondes à réaliser ce qui se passait. Ce n'était pas un accident. C'était une mise en scène, un piège pour voler les victimes. La panique m'a envahi. Que devais-je faire? Confronter cet homme. Mais s'il était armé? Appeler la police? Mais je n'avais toujours pas de réseau. J'ai alors pris mon courage à 2 mains et j'ai crié « Hé, qu'est-ce que vous faites ?» L'homme s'est figé, puis s'est tourné vers moi. Son regard était froid, menaçant. « Occupe-toi de tes affaires », a-t-il grondé. À ce moment-là, j'ai vu du mouvement dans la berline retournée. Le conducteur que je croyais blessé était en train de se relever. Il n'avait plus aucune trace de sang sur le visage. C'était du faux sang. La réalité m'a frappé de plein fouet. J'étais au milieu d'une arnaque élaborée. Ces gens avaient mis en scène un accident pour attirer des bonnes âmes et les détrousser. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai reculé lentement, cherchant une échappatoire. Mais l'homme au blouson de cuir s'est avancé vers moi, menaçant. « Tu ferais mieux d'oublier ce que tu as vu », a-t-il dit d'une voix glaciale. « Sinon il pourrait arriver des bricoles. » J'ai dégluti avec difficulté. La peur me paralysait. Les autres témoins autour semblaient ne rien avoir remarqué d'anormal, trop occupés à filmer ou à commenter la scène. C'est alors qu'un bruit de sirène a retenti au loin. Des gyrophares sont apparus à l'horizon. La police arrivait. Le visage de l'homme au blouson s'est décomposé. Il a échangé un regard paniqué avec ses complices. En quelques secondes, ils ont bondi dans le SUV et démarré en trombe, zigzagant entre les voitures arrêtées. J'étais sous le choc, incapable de bouger. Les autres témoins ont commencé à réaliser que quelque chose clochait. Des cris et des exclamations fusaient de toutes parts. 2 voitures de police sont arrivées sur les lieux,
suivi de près par une ambulance. Les agents ont rapidement pris la situation en main, interrogeant les témoins et sécurisant la zone. Je me suis avancé vers l'un des policiers, les jambes tremblantes. « Monsieur l'agent », ai-je balbutié, ce n'était pas un vrai accident. C'était une mise en scène pour voler les gens. Le policier m'a regardé d'un air perplexe. « Que voulez-vous dire ?» J'ai alors tout raconté. Le faux médecin, le conducteur qui n'était pas vraiment blessé, le vol du sac à main. Le policier a pris des notes, l'air de plus en plus grave. « Ce n'est pas la première fois que nous entendons parler de ce genre d'arnaque, » m'a-t-il dit. « Mais c'est la première fois que nous avons un témoin direct. Votre témoignage va être précieux. » Les heures suivantes ont été un tourbillon. J'ai été emmené au commissariat pour faire une déposition détaillée. On m'a montré des photos de suspects, et j'ai reconnu immédiatement l'homme au blouson de cuir. Il s'est avéré que ce gang sévissait depuis plusieurs mois sur les routes de la région. Il mettait en scène des accidents spectaculaires pour attirer l'attention et la compassion des automobilistes. Pendant que certains jouaient les victimes, d'autres en profitaient pour voler les effets personnels des témoins venus aider. Grâce à mon témoignage et aux images de vidéosurveillance de l'autoroute, la police a pu identifier et localiser les membres du gang. Ils ont été arrêtés quelques jours plus tard lors d'une opération spectaculaire. J'ai appris par la suite que ces criminels avaient de fait des dizaines de victimes. Certaines personnes s'étaient fait voler des sommes importantes, d'autres avaient vu leur identité usurpée. Cette expérience m'a profondément marqué. Pendant des semaines, j'ai eu du mal à dormir, revivant sans cesse la scène dans ma tête. Je sursautais au moindre bruit de freinage ou de klaxon. Mais avec le temps, j'ai réussi à surmonter ce traumatisme. J'ai même témoigné au procès des malfaiteurs, contribuant à les faire condamner à de lourdes peines de prison. Aujourd'hui, quand je prends la route, je reste toujours vigilant. Je n'hésite pas à m'arrêter pour aider en cas d'accident, mais je garde toujours un œil méfiant sur la situation. Cette expérience m'a appris que même dans les moments les plus dramatiques, il faut rester sur ses gardes. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si la police n'était pas arrivée à temps ce jour-là. Aurais-je été leur prochaine victime? Auraient-ils utilisé la violence pour me faire taire? Cette histoire m'a montré à quel point la réalité peut parfois dépasser la fiction. Elle m'a aussi fait prendre conscience de l'ingéniosité des criminels, capables d'exploiter nos meilleurs instincts pour arriver à leur fin. Je partage cette expérience non pas pour décourager les gens d'aider leurs prochains, mais pour les inciter à rester vigilants. La solidarité est une valeur précieuse, mais elle ne doit pas nous aveugler. Chaque fois que je passe sur cette portion de route, je repense à cette journée qui a failli tourner au drame. C'est un rappel constant que le danger peut surgir là où on s'y attend le moins, et que notre méfiance peut parfois être notre meilleur allié. Je n'oublierai jamais cette nuit terrifiante dans ce motel miteux au bord de la route. J'étais en route pour rendre visite à ma famille, et j'avais conduit pendant des heures. Il faisait nuit noire et j'étais épuisé. Quand j'ai vu le panneau clignotant « Motel Vacancy », j'ai décidé de m'arrêter pour la nuit. Dès que je suis entré sur le parking, j'ai eu un mauvais pressentiment. Le bâtiment semblait délabré, avec de la peinture qui s'écaillait et des volets cassés. Il n'y avait que 2 autres voitures garées. La réception était sombre et poussiéreuse, éclairée seulement par une vieille lampe jaunâtre. Le réceptionniste, un vieil homme à l'air renfrogné, m'a à peine regardé quand je lui ai demandé une chambre. Il m'a tendu une clé rouillée sans un mot. Le couloir qui menait à ma chambre était lugubre, avec un tapis usé et des murs tachés. Une odeur de renfermé flottait dans l'air. J'ai eu l'impression d'être observé, comme si quelqu'un me suivait. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Ma chambre n'était guère plus accueillante. Un lit défoncé, des rideaux déchirés, une ampoule nue qui grésillait au plafond. J'étais tellement fatigué que je me suis effondré sur le lit sans même me déshabiller. Je me suis réveillé en sursaut au milieu de la nuit. Il faisait un noir d'encre et j'ai mis quelques secondes à me rappeler où j'étais. C'est alors que j'ai entendu des bruits sourds, comme des coups frappés contre le mur. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Les coups se sont rapprochés de plus en plus fort.
Il venait à maintenant de ma porte. Paralysé par la peur, je n'osais plus bouger. Les coups ont redoublé d'intensité, comme si quelqu'un essayait de défoncer la porte. J'ai bondi hors du lit et j'ai allumé la lumière. Les coups se sont arrêtés brusquement. Un silence de mort est tombé sur la chambre. Les mains tremblantes, j'ai attrapé mon téléphone pour appeler à l'aide. Pas de réseau. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Le parking était vide, les autres voitures avaient disparu. J'étais seul dans ce motel sinistre. Soudain, j'ai entendu un grincement dans le couloir. Quelqu'un ou quelque chose se déplaçait lentement vers ma chambre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je me suis précipité vers la porte pour vérifier le verrou. C'est là que j'ai vu avec horreur que la poignée tournait lentement. Dans un accès de panique, j'ai attrapé ma valise et je l'ai calée contre la porte. Les secondes qui ont suivi m'ont paru une éternité. La poignée a continué de tourner, puis j'ai entendu un grattement, comme si quelqu'un essayait de forcer la serrure. J'ai scruté la pièce à la recherche d'une issue. La fenêtre. Je me suis rué vers elle et j'ai tiré de toutes mes forces sur le cadre rouillé. Elle s'est ouverte dans un grincement sinistre. L'air frais de la nuit m'a frappé au visage. Au moment où je m'apprêtais à sauter, j'ai entendu un craquement derrière moi. La porte commençait à céder sous la pression. Sans réfléchir, je me suis faufilé par la fenêtre et je me suis retrouvé sur le rebord étroit. Le sol était à plusieurs mètres en contrebas. Le cœur battant, j'ai longé le mur en m'agrippant comme je pouvais. J'ai atteint le toit plat du motel et je me suis hissé dessus. C'est là que j'ai entendu un hurlement inhumain provenant de ma chambre. Quelque chose venait d'y entrer. Terrorisé, je me suis aplati sur le toit. La nuit était claire et j'ai pu distinguer les alentours du motel. Le parking était toujours désert. Au loin, la route s'étirait, vide et silencieuse. J'étais complètement isolé. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas sur le toit. Quelque chose approchait. Je me suis retourné lentement et j'ai aperçu une silhouette sombre qui se découpait dans la pénombre. Elle était immobile, comme si elle m'observait. Puis elle s'est mise à avancer vers moi. Pris de panique, je me suis relevé et j'ai couru vers l'autre extrémité du toit. Les pas se sont accélérés derrière moi. J'ai atteint le bord et j'ai regardé en bas. Il y avait un auvent au-dessus de l'entrée du motel. Sans hésiter, j'ai sauté. L'impact a été brutal. L'auvent a plié sous mon poids mais a amorti ma chute. Je me suis relevé tant bien que mal, le corps endolori. C'est là que j'ai vu plusieurs silhouettes sortir de l'obscurité et se diriger vers moi. Leurs mouvements étaient saccadés, inhumains. Ignorant la douleur, j'ai couru vers ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés. Les silhouettes se rapprochaient inexorablement. J'ai récupéré mes clés et j'ai réussi à ouvrir la portière. J'ai démarré en trombe, les pneus crissant sur le gravier. Dans le rétroviseur, j'ai vu les silhouettes s'arrêter à la limite du parking. Elles sont restées immobiles, me regardant m'éloigner. J'ai roulé pendant des heures, terrorisé à l'idée qu'elles me poursuivent. Ce n'est qu'aux premières lueurs de l'aube que j'ai osé m'arrêter sur une aire d'autoroute. J'étais épuisé, couvert d'égratignures et de bleu. Mes vêtements étaient déchirés et couverts de poussière. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'avait été qu'un horrible cauchemar. Mais les marques sur mon corps et la terreur que je ressentais encore étaient bien réelles. J'ai repris la route, déterminé à mettre le plus de distance possible entre moi et ce motel maudit. Pendant des semaines, j'ai eu du mal à dormir, sursautant au moindre bruit. J'ai cherché des informations sur ce motel, mais je n'ai jamais réussi à le retrouver. C'est comme s'il avait disparu. Aujourd'hui encore, des années plus tard, je ne peux m'empêcher de frissonner quand je repense à cette nuit. Qu'étaient ces créatures? Que me voulaient-elles? Je ne le saurai probablement jamais. Mais une chose est sûre, je ne m'arrêterai plus jamais dans un motel isolé au bord de la route. Cette expérience m'a profondément marqué. J'ai développé une peur panique des endroits sombres et isolés. Je dors toujours avec une lumière allumée et je vérifie obsessionnellement les verrous. Chaque fois que je dois voyager, j'angoisse à l'idée de devoir m'arrêter pour la nuit. J'ai essayé d'en parler à mes proches, mais ils ont du mal à me croire. Comment leur expliquer l'horreur que j'ai vécue cette nuit-là? Comment décrire la terreur que j'ai ressentie face à ces créatures inhumaines? Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu.
Ce n'était pas un rêve, ni le fruit de mon imagination. Parfois, je me réveille en pleine nuit, en sueur, convaincu d'entendre à nouveau ces coups sourds contre ma porte. Je revois ces silhouettes me poursuivant sur le toit du motel. La peur me saisit à nouveau, aussi intense que cette nuit-là. J'ai consulté un psychologue, espérant qu'il m'aiderait à surmonter ce traumatisme. Mais même lui semblait sceptique face à mon récit. Il a suggéré que mon esprit fatigué avait peut-être créé ces hallucinations. Mais je sais que ce n'est pas le cas. Les blessures que j'ai eues étaient bien réelles. J'ai fait des recherches sur Internet, espérant trouver d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires. J'ai lu des dizaines de récits de rencontres paranormales dans des motels, mais aucun ne correspondait exactement à ce que j'avais vécu. Cette expérience a changé ma vie à jamais. Je suis devenu méfiant, toujours sur mes gardes. Je ne peux plus profiter d'un simple voyage sans être hanté par les souvenirs de cette nuit. Chaque fois que je vois un vieux motel au bord de la route, mon cœur s'emballe et je sens la panique monter. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si je n'avais pas réussi à m'échapper. Ces créatures m'auraient-elles tué, ou pire encore, l'idée me glace le sang. Je me sens chanceux d'avoir survécu, mais une part de moi souhaiterait presque avoir des réponses. J'ai essayé de retourner dans la région où se trouvait ce motel, espérant le retrouver et prouver que je n'étais pas fou. Mais malgré mes efforts, je n'ai jamais réussi à le localiser. C'est comme s'il s'était évaporé, ne laissant derrière lui que mes souvenirs terrifiants. Parfois, je me demande si d'autres voyageurs ont été piégés dans ce motel depuis. L'idée que d'autres personnes puissent vivre la même horreur que moi me hante. J'ai même envisagé de contacter les autorités, mais que leur dire? Que j'ai été attaqué par des créatures surnaturelles dans un motel que je ne peux pas retrouver? Cette expérience m'a ouvert les yeux sur un monde que je préférerais ignorer. Un monde où des choses inexplicables et terrifiantes peuvent surgir de l'ombre à tout moment. Un monde où la réalité que nous connaissons peut soudainement basculer dans le cauchemar. Aujourd'hui, je partage mon histoire dans l'espoir que d'autres voyageurs soient plus prudents. Ne vous arrêtez pas dans des endroits isolés. Faites confiance à votre instinct si quelque chose vous semble anormal. Et surtout, n'oubliez jamais que parfois, les monstres ne sont pas que dans nos cauchemars. Je ne sais pas si je réussirai un jour à surmonter complètement cette expérience. Mais je sais une chose. Je n'oublierai jamais cette nuit terrifiante dans ce motel maudit. Et je ne cesserai jamais de me demander ce qui se cache vraiment dans l'obscurité, attendant sa prochaine victime. J'étais épuisé après une longue journée de travail. Il était presque minuit quand je suis enfin arrivé devant chez moi. J'ai garé ma voiture dans l'allée comme d'habitude, impatient de rentrer et de me coucher. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Alors que je coupais le moteur, deux silhouettes sombres ont surgi de nulle part. En un éclair, les portières se sont ouvertes et deux hommes cagoulés se sont engouffrés dans ma voiture. L'un d'eux s'est assis à côté de moi, braquant un pistolet sur ma tempe. L'autre s'est installé à l'arrière. Démarre et conduis. Pas un mot, ou je te fais sauter la cervelle. A grogné celui qui me tenait en joue. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai obéi, les mains tremblantes sur le volant. 1000 pensées se bousculèrent dans ma tête. Qui étaient ces hommes? Que me voulaient-ils? Allaient-ils me tuer? Prends la sortie de l'autoroute, m'a ordonné l'homme à l'arrière. Sa voix était froide, dénuée d'émotion. Pendant plus d'une heure, j'ai conduit dans un état second, suivant leurs instructions. Nous avons quitté la ville, nous enfonçant dans des zones industrielles désaffectées. La peur me nouait l'estomac. Je savais que chaque kilomètre parcouru m'éloignait un peu plus de toute chance de secours. Finalement, ils m'ont fait m'arrêter dans une zone particulièrement isolée. Des entrepôts abandonnés nous entouraient, leurs silhouettes sinistres se découpant dans l'obscurité. « Sors de la voiture !» a aboyé l'homme assis à côté de moi. Mes jambes flageolaient tellement que j'ai failli tomber en sortant. L'air froid de la nuit m'a giflé le visage. J'ai regardé autour de moi, désespéré. Il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Les deux hommes m'ont poussé vers un entrepôt délabré.
La porte rouillée a grincé lugubrement quand ils l'ont ouverte. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Une odeur de moisi et de renfermé m'a assailli. « À genoux !» a ordonné l'un des hommes. J'ai obtempéré, les jambes en coton. J'entendais mon cœur cogner dans ma poitrine. C'était la fin, j'en étais certain. Ils allaient m'exécuter ici, dans ce lieu sinistre, loin de tout. Mon corps ne serait sans doute jamais retrouvé. « S'il vous plaît », ai-je supplié d'une voix tremblante. « Je ferai ce que vous voulez. J'ai de l'argent, prenez-le. Mais ne me tuez pas. » Un rire cruel m'a répondu. « L'argent ? Tu crois vraiment que c'est pour ça qu'on t'a amené ici ?» J'ai senti le canon froid d'une arme se poser sur ma nuque. J'ai fermé les yeux, attendant la détonation fatale. Des larmes coulaient sur mes joues. Je pensais à ma famille, à tous ceux que je ne reverrai plus jamais. Soudain, un bruit de moteur au loin a brisé le silence. Mes ravisseurs se sont figés. Le bruit se rapprochait rapidement. « Merde, c'est les flics !» a crié l'un des hommes. Tout s'est alors enchaîné à une vitesse folle. J'ai entendu des pneus crisser, des portières claquer, des voix crier des ordres. Mes ravisseurs ont paniqué. L'un d'eux m'a frappé violemment à la tête avec la crosse de son arme. La douleur m'a submergé et je me suis effondré au sol. À moitié assommé, j'ai vaguement perçu le bruit d'une course-poursuite, des coups de feu. Puis le silence est retombé. J'ai cru que j'hallucinais quand j'ai senti des mains me toucher doucement. « Monsieur, vous m'entendez ? Les ambulanciers arrivent. » J'ai ouvert péniblement les yeux. Un policier était penché sur moi, l'air inquiet. Derrière lui, j'ai aperçu d'autres agents qui menottaient de mes ravisseurs. Les heures suivantes ont été floues. On m'a emmené à l'hôpital, examiné, interrogé. J'étais sous le choc, incapable de réaliser pleinement ce qui venait de se passer. Ce n'est que bien plus tard, une fois rentré chez moi, que la réalité m'a vraiment frappé. J'avais failli mourir. Sans l'intervention miraculeuse de la police, je ne serais plus de ce monde. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un cauchemar. Je sursautais au moindre bruit, incapable de dormir plus de quelques heures d'affilée. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais ces hommes cagoulés, je sentais à nouveau le canon froid sur ma nuque. J'ai fini par apprendre que mes ravisseurs faisaient en partie d'un gang criminel qui sévissait dans la région depuis des mois. Ils enlevaient des gens au hasard pour les torturer et les tuer, simplement pour le plaisir. La police les traquait depuis longtemps et avait finalement réussi à les localiser cette nuit-là, grâce à un informateur. Savoir que j'avais échappé de si peu à une mort atroce m'a hanté pendant des mois. J'ai dû suivre une thérapie pour surmonter le traumatisme. Petit à petit, j'ai réappris à vivre normalement, à ne plus avoir peur en permanence. Aujourd'hui, plus d'1 an après les faits, je parviens enfin à en parler sans trembler. Mais cette expérience m'a profondément changé. Je ne prends plus rien pour acquis. Chaque jour est un cadeau, une seconde chance que la vie m'a offerte. Je repense souvent à cette nuit terrible, à quel point tout peut basculer en un instant, à la fragilité de l'existence, à la chance inouïe que j'ai eue. Parfois, je me réveille encore en sueur, revivant ces moments de terreur absolue. Mais je me force à me rappeler que c'est du passé, que j'ai survécu. Ce qui me hante le plus, c'est de savoir que si la police n'était pas intervenue à ce moment précis, je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Quelques minutes de plus, et j'aurais rejoint les autres victimes de ces monstres. Cette pensée me glace encore le sang. Je ne prendrai plus jamais ma sécurité à la légère. Je vérifie toujours autour de moi quand je sors de ma voiture. J'ai installé des caméras de surveillance chez moi. Je suis devenu hyper vigilant, peut-être même paranoïaque selon certains. Mais après ce que j'ai vécu, comment pourrait-il en être autrement ? Cette expérience m'a aussi enseigné la valeur de chaque instant. J'essaie de profiter pleinement de la vie, de mes proches. Je leur dis plus souvent que je les aime. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Parfois, je me demande pourquoi moi. Pourquoi ces hommes m'ont-ils choisi ce soir-là ? Si j'étais rentré quelques minutes plus tôt ou plus tard, tout aurait été différent. Le hasard joue un rôle effrayant dans nos vies. Je ne saurais jamais avec certitude ce qui se serait passé si la police n'était pas arrivée.
Mais les aveux de mes ravisseurs lors du procès ne laissent guère de doute. J'étais promis à une mort lente et douloureuse. Cette pensée me réveille encore parfois la nuit, en nage. J'ai longtemps hésité à partager cette histoire, mais je pense qu'il est important de témoigner, de mettre en garde. Le danger peut surgir n'importe quand, n'importe où, même dans les endroits qu'on croit les plus sûrs, comme devant chez soi. Je ne pourrai jamais oublier cette nuit où ma vie n'a tenu qu'à un fil, où j'ai côtoyé la mort de si près, où j'ai connu une terreur que je ne souhaite à personne. Mais j'essaie d'en tirer une leçon, de vivre chaque jour comme le cadeau qu'il est. Si vous lisez ceci, je vous en prie, soyez prudents. Restez vigilants. N'oubliez jamais que le pire peut arriver quand on s'y attend le moins. Et surtout, profitez de chaque instant avec vos proches. On ne sait jamais quand ce sera le dernier. J'étais sur la route depuis des heures, roulant dans la nuit noire sur l'autoroute déserte. Il devait être environ 2 heures du matin et j'étais épuisé, mais déterminé à atteindre ma destination avant l'aube. La radio grésillait doucement, diffusant une vieille chanson country que je fredonnais distraitement pour rester éveillé. Soudain, j'ai entendu un bruit sourd suivi d'un sifflement. Avant que je ne puisse réagir, mon rétroviseur droit a explosé en 1000 morceaux. J'ai sursauté violemment, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que c'était que ça ? Un caillou projeté par un camion ? Mais il n'y avait personne d'autre sur la route. Encore sous le choc, j'ai continué à rouler en scrutant nerveusement les alentours. C'est là que j'ai entendu un deuxième impact, cette fois sur le capot. J'ai vu une étincelle jaillir dans l'obscurité. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing. Quelqu'un me tirait dessus. La panique m'a submergé. J'ai écrasé l'accélérateur, zigzagant frénétiquement pour éviter d'autres tirs. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qui pouvait bien me viser? Et pourquoi? Je n'avais jamais eu d'ennemis, je menais une vie tranquille. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Je roulais à tombeau ouvert, les mains crispées sur le volant, attendant avec terreur le prochain impact. Les tirs continuaient à intervalles irréguliers, certains me manquant de peu, d'autres touchant la carrosserie dans un fracas métallique. J'ai tenté d'appeler les secours, mais pas de réseau. J'étais seul, traqué comme un animal sur cette route interminable. La sueur dégoulinait sur mon visage. Mes yeux scrutaient frénétiquement les bas-côtés à la recherche du tireur, mais je ne voyais rien dans l'obscurité. Un nouveau tir a fait voler en éclats mon pare-brise arrière. J'ai poussé un cri de terreur. Cette fois, la balle était passée à quelques centimètres de ma tête. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai aperçu une sortie d'autoroute et j'ai braqué brutalement le volant. Les pneus ont crissé sur l'asphalte alors que je m'engageais sur la bretelle à toute vitesse. J'espérais désespérément que mon poursuivant ne me suivrait pas en ville. Mais les tirs ont continué. Une balle a crevé mon pneu arrière gauche. La voiture a commencé à zigzaguer dangereusement. J'ai lutté pour garder le contrôle, les mains moites glissant sur le volant. Au loin, j'ai aperçu les lumières d'une petite ville. Mon cœur a bondi d'espoir. Si je pouvais l'atteindre, je serais peut-être sauvé. J'ai poussé le moteur dans ses derniers retranchements, priant pour que la voiture tienne le coup. Les tirs se sont intensifiés, comme si le tireur savait qu'il allait bientôt me perdre. Le pare-brise s'est fissuré, m'obligeant à me baisser pour voir la route. Une balle a traversé le toit, passant si près que j'ai senti le déplacement d'air sur mon crâne. Enfin, j'ai atteint les premières maisons. J'ai foncé dans les rues désertes, prenant des virages serrés au hasard. Les tirs ont cessé brusquement. Je continuais à rouler comme un fou, terrorisé à l'idée que ça recommence. J'ai fini par m'arrêter sur le parking d'un motel miteux. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber en sortant de la voiture. J'ai couru jusqu'à l'accueil et supplié le réceptionniste de m'ouvrir, frappant comme un dément sur la porte vitrée. Une fois à l'intérieur, j'ai fondu en larmes, incapable de m'arrêter. Le réceptionniste, un vieil homme à l'air ahuri, a fini par appeler la police. Quand les agents sont arrivés, j'étais toujours en état de choc,
bafouillant mon histoire de façon incohérente. Ils ont inspecté ma voiture criblée d'impacts. Une dizaine de trous de balles parsemèrent la carrosserie. Le policier m'a dit que j'avais eu une chance incroyable de m'en sortir vivant. Ils ont ratissé la zone toute la nuit, mais n'ont trouvé aucune trace du tireur. Pas de douille, pas d'empreinte, rien. C'était comme s'il s'était évaporé dans la nature. Les jours suivants ont été un brouillard confus d'interrogatoires et d'examens. Les enquêteurs ont fouillé mon passé, cherchant un mobile, un ennemi potentiel. Mais ils n'ont rien trouvé. J'étais un citoyen lambda, sans histoire. Petit à petit, la vie a repris son cours. Mais plus rien n'était comme avant. Je sursautais au moindre bruit. Je ne conduisais plus la nuit. Les cauchemars me réveillaient en sueur, revivant encore et encore cette course folle. Des années ont passé, et je n'ai toujours aucune explication. Pourquoi moi? Qui était ce tireur? Que me voulait-il? Ces questions me hantent encore aujourd'hui. Parfois je me demande si tout cela n'était qu'un horrible cauchemar. Mais les cicatrices sur ma voiture sont bien réelles. Elles me rappellent chaque jour que cette nuit infernale a bel et bien eu lieu. Je ne prends plus jamais l'autoroute la nuit. La peur est toujours là, tapie au fond de moi. La peur qu'un jour, sur une route déserte, j'entende à nouveau ce sifflement mortel. Cette expérience m'a changé à jamais. J'ai pris conscience de la fragilité de la vie, de la façon dont tout peut basculer en un instant. J'essaie de profiter de chaque jour comme si c'était le dernier. Mais une part de moi restera toujours sur cette route, traquée dans l'obscurité par un ennemi invisible. Je ne saurai probablement jamais ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Était-ce un tueur en série? Un psychopathe qui m'avait pris pour cible au hasard? Ou quelque chose de plus sinistre encore que mon esprit refuse d'envisager? Le mystère reste entier. Mais une chose est sûre, je ne regarderai plus jamais une route de la même façon. Derrière chaque virage, chaque colline, peut se cacher une menace mortelle. Cette nuit m'a appris que le danger peut surgir n'importe où, n'importe quand, sans raison apparente. Alors si un jour vous roulez seul la nuit sur une route déserte, restez vigilant. Et si vous entendez un sifflement étrange, fuyez. Fuyez aussi vite que vous le pouvez, car il se pourrait bien que vous soyez la prochaine cible du sniper de l'autoroute. Je ne m'attendais pas à ce que ma routine de travail habituelle prenne une tournure aussi dramatique ce soir-là. J'étais de garde pour la maintenance routière, comme tous les vendredis soirs depuis des années. La pluie battante rendait la visibilité difficile sur cette route départementale peu fréquentée. Vers 23 heures, alors que je finissais ma ronde, j'ai aperçu au loin ce qui semblait être un accident. Une voiture était renversée sur le bas-côté, ses phares encore allumés, éclairant faiblement la scène à travers le rideau de pluie. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. En tant qu'agent de maintenance, j'étais formé aux premiers secours, mais je n'avais jamais eu à intervenir sur un vrai accident jusqu'ici. J'ai immédiatement activé mes gyrophares et me suis garé sur le bord de la route, à une vingtaine de mètres du véhicule accidenté. L'adrénaline montait en moi alors que j'enfilais mon gilet fluorescent et attrapais ma trousse de secours. Je me suis précipité vers la voiture, scrutant les alentours à la recherche d'éventuelles victimes éjectées. En m'approchant, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Malgré la violence apparente du choc, il n'y avait aucun débris sur la route. Le pare-brise était intact. Et surtout, aucun bruit ne provenait de l'habitacle, pas de gémissement, pas d'appel à l'aide. Un frisson m'a parcouru l'échine. Prudemment, je me suis penché pour regarder à l'intérieur. La voiture était vide. Pas de conducteur, pas de passagers. Juste des sièges trempés par la pluie qui s'infiltrait. Mon instinct me hurlait que quelque chose ne tournait pas rond. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas précipités derrière moi. Je me suis retourné brusquement pour me retrouver nez à nez avec 3 hommes, tous vêtus de noir. L'un d'eux pointait un pistolet dans ma direction. « Ne bouge pas et tout se passera bien », a grogné celui qui semblait être le chef. Mon sang s'est glacé.
Je comprenais maintenant que j'étais tombé au beau milieu de quelque chose de bien plus grave qu'un simple accident. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je balbutié, les mains levées en signe de reddition. « Ta camionnette, on en a besoin pour filer d'ici. Donne-nous les clés et on te laissera tranquille. » Mon esprit tournait à toute vitesse. Ces types avaient visiblement mis en scène cet accident pour attirer l'attention et voler un véhicule. Mais pourquoi? Qu'avaient-ils fait? D'accord, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Les clés sont dans ma poche droite. Je vais les sortir lentement. L'homme au pistolet a hoché la tête. Pendant que je fouillais ma poche, j'ai jeté un coup d'œil rapide à leur voiture accidentée. C'est là que je l'ai vu. Un sac de sport à moitié ouvert sur la banquette arrière, rempli de liasses de billets. La réalité m'a frappé comme un coup de poing. Ces types venaient de commettre un braquage et cherchaient à s'enfuir. Si je leur donnais ma camionnette, ils disparaîtraient dans la nature avec leur butin. Au moment de tendre les clés, j'ai pris ma décision. Dans un geste rapide, je les ai lancés le plus loin possible dans les buissons au bord de la route. « Espèce d'enfoiré !» a hurlé le chef en se ruant vers moi. J'ai esquivé son attaque de justesse et me suis mis à courir aussi vite que possible vers ma camionnette. Les 3 hommes se sont lancés à ma poursuite. Le cœur battant la chamade, j'ai atteint mon véhicule et me suis jeté à l'intérieur, verrouillant les portières juste à temps. Les braqueurs ont commencé à tambouriner contre les vitres en hurlant des menaces. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone en composant le 17. La voix de l'opératrice m'a semblé irréelle quand elle a décroché. « Police secours, j'écoute. S'il vous plaît, envoyez des renforts immédiatement. Je suis sur la D14 au kilomètre 37. Il y a 3 hommes armés qui tentent de me voler mon véhicule. Je crois qu'ils viennent de commettre un braquage. » « Très bien, monsieur, restez calme. Des patrouilles sont en route. Pouvez-vous me décrire la situation actuelle ? » Pendant que je détaillais la scène à l'opératrice, les braqueurs ont changé de tactique. 2 d'entre eux sont retournés à leur voiture tandis que le 3e continuait à essayer de forcer ma portière. « Ils sont en train de repartir, ils vont s'enfuir », ai-je crié dans le combiné. « Monsieur, n'essayez surtout pas de les suivre. Restez où vous êtes, les renforts arrivent. » Mais je ne pouvais pas les laisser s'échapper. Pas après ce que j'avais vu. Dans un élan de courage, ou de folie, j'ai démarré ma camionnette et me suis lancé à leur poursuite. La course-poursuite qui a suivi restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Sous une pluie battante, sur des routes sinueuses et glissantes, j'ai talonné la voiture des braqueurs pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Chaque virage serré me faisait craindre de perdre le contrôle. À plusieurs reprises, le passager de la voiture des fuyards s'est penché par la fenêtre pour tirer dans ma direction. Les détonations résonnaient dans la nuit, couvertes par le bruit de la pluie et le vrombissement des moteurs. Par miracle, aucune balle n'a atteint ma camionnette. Soudain, des sirènes ont retenti au loin. Les renforts arrivaient enfin. Les braqueurs ont dû les entendre aussi car ils ont brusquement accéléré, prenant des risques insensés dans les virages. C'est là que l'inévitable s'est produit. Dans un virage particulièrement serré, leur voiture a dérapé. J'ai vu avec horreur le véhicule partir en tête à queue avant de percuter violemment le talus. J'ai pilé net, le cœur au bord des lèvres. La voiture des braqueurs était maintenant sur le toit, ses roues tournant encore dans le vide. Une fumée inquiétante s'échappait du capot froissé. Pendant un instant, j'ai hésité. Et si le réservoir explosait? Mais je ne pouvais pas les laisser là, même s'ils avaient essayé de me tuer. Je suis sorti de ma camionnette et me suis approché prudemment de l'épave. Les 3 hommes étaient conscients mais sonnés. Le conducteur gémissait, coincé derrière son volant. Les 2 autres tentaient maladroitement de s'extraire par les fenêtres brisées. « Ne bougez pas », leur ai-je dit d'une voix que j'espérais ferme. « Les secours arrivent. » À ce moment-là, 2 voitures de police sont arrivées en trombe, suivies de près par une ambulance. Les événements se sont ensuite enchaînés comme dans un rêve. Les policiers ont sécurisé la zone pendant que les pompiers s'occupaient d'extraire les braqueurs de leur véhicule. J'ai dû répéter mon témoignage plusieurs fois, d'abord aux agents sur place, puis plus tard au commissariat. Il s'est avéré que ces hommes venaient effectivement de commettre un braquage dans une banque à une 50aine de kilomètres de là.
Ils avaient mis en scène cet accident pour voler un autre véhicule et brouiller les pistes. Sans mon intervention, ils auraient probablement réussi à s'enfuir. Les jours qui ont suivi ont été surréalistes. Mon visage est apparu dans les journaux locaux. On m'a qualifié de héros, un titre qui me mettait mal à l'aise. Je n'avais fait que ce qui me semblait juste sur le moment. Avec le recul, je réalise à quel point j'ai pris des risques insensés cette nuit-là. J'aurais pu y laisser la vie. Mais étrangement, je ne regrette rien. Cette expérience m'a montré que chacun d'entre nous peut faire la différence, même dans les situations les plus inattendues. Aujourd'hui, quand je reprends mon service de nuit sur cette même route, je ne peux m'empêcher de repenser à cette soirée pluvieuse qui a changé ma vie. Chaque fois que je passe devant l'endroit de l'accident, un frisson me parcourt l'échine. Non pas de peur, mais plutôt un mélange d'excitation et de fierté. Cette expérience m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Elle m'a aussi montré l'importance de suivre son instinct. Si j'avais ignoré ce sentiment que quelque chose clochait ce soir-là, qui sait ce qui serait arrivé? Je sais que beaucoup de gens auraient probablement fermé les yeux et laissé ces criminels s'enfuir. Mais je ne pouvais pas vivre avec l'idée d'avoir laissé passer une telle injustice, même si cela signifiait mettre ma propre vie en danger. Parfois, quand je raconte cette histoire à mes proches ou à mes collègues, j'ai encore du mal à croire que tout cela m'est réellement arrivé. C'est comme si j'avais vécu une scène de film d'action, sauf que les balles qui sifflaient à mes oreilles étaient bien réelles. Cette nuit-là m'a changé. Elle m'a fait prendre conscience de ma propre force, de ma capacité à réagir sous pression. Mais elle m'a aussi rappelé la fragilité de la vie. Un mauvais virage, une seconde d'inattention, et tout aurait pu basculer. Je ne me considère pas comme un héros. J'ai simplement fait ce qui me semblait juste à ce moment-là. Mais j'espère que mon histoire pourra inspirer d'autres personnes à agir quand elles sont témoins d'une injustice. Parce que c'est en restant solidaires et vigilants que nous pouvons rendre notre monde un peu meilleur. Aujourd'hui encore, quand j'entends le bruit de la pluie sur le toit de ma camionnette pendant mes rondes nocturnes, je ne peux m'empêcher de revivre ces moments intenses. Le cœur qui s'emballe, l'adrénaline qui monte. Mais désormais, ces souvenirs sont teintés de fierté plutôt que de peur. Cette expérience m'a enseigné une leçon précieuse. Nous avons tous en nous la capacité d'être des héros du quotidien. Il suffit parfois d'un peu de courage et de la volonté d'agir pour changer le cours des choses. Et c'est une leçon que je n'oublierai jamais. J'étais en route pour rendre visite à ma grand-mère malade dans un petit village à 3 heures de chez moi. Le temps était exécrable ce jour-là. Une pluie torrentielle s'abattait sur la route déserte depuis des heures. La visibilité était quasi nulle et je commençais à fatiguer au volant. Soudain, j'aperçus une silhouette sur le bord de la route. Un jeune homme d'une vingtaine d'années faisait du stop, trempé jusqu'aux os. Mon instinct me disait de ne pas m'arrêter, mais je ne pouvais pas le laisser comme ça sous ce déluge. Je ralentis et m'arrêtai à sa hauteur. « Vous allez où ?» lui demandai-je à travers la vitre. « Dans la prochaine ville, si possible, » répondit-il d'une voix tremblante. J'hésitai un instant, puis lui fis signe de monter. Il s'engouffra dans la voiture, ses vêtements dégoulinant sur le siège en cuir. « Merci beaucoup, vous me sauvez la vie, » dit-il en claquant des dents. Je lui tendis une serviette qui traînait à l'arrière pour qu'il puisse s'essuyer un peu. Il avait l'air inoffensif, juste un pauvre gars pris dans la tempête. Nous roulâmes en silence pendant quelques minutes, bercés par le bruit de la pluie sur le pare-brise. Soudain, du coin de l'œil, je vis un éclair métallique. Mon sang se glaça quand je réalisai qu'il tenait un couteau. « Arrête la voiture !» ordonna-t-il d'une voix glaciale qui n'avait plus rien à voir avec celle de tout à l'heure. Mon cœur se mit à battre la chamade. J'essayais de garder mon calme et demandai d'une voix tremblante « Qu'est-ce que vous voulez ? Ta voiture et ton argent. Maintenant arrête-toi ou je te tranche la gorge. » La panique m'envahit. J'étais seul sur cette route déserte avec un malade mental armé. Mon cerveau tournait à toute vitesse pour trouver une issue. Je ralentis progressivement, feignant d'obtempérer. Le gars semblait nerveux. Ses yeux allaient de la route à moi frénétiquement. Soudain, j'aperçus les lumières d'un restaurant routier au loin.
C'était ma seule chance. Dans un geste désespéré, j'écrasai l'accélérateur. La voiture bondit en avant, projetant mon agresseur contre le siège. Il tenta de me frapper avec son couteau, mais je réussis à esquiver. « Arrête-toi, connard, ou je te bute !» hurla-t-il. Je ne l'écoutais pas et fonçai vers les lumières salvatrices. Le parking du restaurant approchait à toute vitesse. Au dernier moment, je donnai un violent coup de volant et pilai net. La portière s'ouvrit sous le choc et mon agresseur fut éjecté de la voiture. Sans réfléchir, je bondis hors du véhicule et courus vers l'entrée du restaurant en hurlant à l'aide. Derrière moi, j'entendais les pas de mon poursuivant qui se rapprochait dangereusement. Je débarquai comme une furie dans le restaurant, faisant sursauter les quelques clients. « Au secours! Il veut me tuer !» criai-je en pointant la porte. Par miracle, un policier en uniforme était attablé au comptoir. Il se leva d'un bond, dégainant son arme. Mon agresseur surgit à ce moment-là, son couteau à la main. En voyant le flic, il tenta de faire demi-tour mais fut plaqué au sol en quelques secondes. Tremblant de tous mes membres, je m'effondrai sur une chaise pendant que le policier menottait mon agresseur. Les autres clients me regardaient, avec des yeux ronds, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. La suite fut un peu floue. Je donnai ma déposition au commissariat, encore sous le choc. On m'expliqua que le type était recherché pour plusieurs agressions du même type. J'avais eu une chance incroyable de m'en sortir. Cette expérience m'a profondément marqué. Pendant des mois, j'ai fait des cauchemars et sursautais au moindre bruit. J'ai mis longtemps à reprendre le volant sereinement. Aujourd'hui encore, je ne prends plus jamais d'autostoppeur, même par le pire des temps. Ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Chaque fois que je repense à cette course folle sous la pluie, à ce couteau qui brillait dans l'obscurité, j'ai des frissons qui me parcourent l'échine. J'ai eu la peur de ma vie et je ne souhaite ça à personne. Je me dis que j'ai eu une chance incroyable. Si ce restaurant n'avait pas été là, si ce policier n'avait pas été présent à ce moment précis, qui sait ce qui me serait arrivé? La vie ne tient parfois qu'à un fil. Cette expérience m'a aussi fait réfléchir sur la nature humaine. Comment ce jeune homme apparemment inoffensif s'est-il transformé en monstre en quelques secondes? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi? Je n'ai toujours pas de réponse. Depuis, je suis beaucoup plus méfiant envers les inconnus. Je sais que le danger peut surgir n'importe quand, même dans les situations les plus banales. J'essaie de rester vigilant sans pour autant tomber dans la paranoïa. Cette histoire m'a aussi appris l'importance de suivre son instinct. Au fond de moi, quelque chose me disait de ne pas m'arrêter ce jour-là, mais j'ai ignoré cette petite voix, me disant que j'étais stupide d'avoir peur. Maintenant, j'écoute toujours mon intuition, même si elle me semble irrationnelle sur le moment. Je me demande souvent ce qui serait arrivé si les choses s'étaient passées différemment. Et si j'avais continué ma route sans m'arrêter? Et si j'avais réagi autrement face à la menace? Ces questions me hantent encore parfois. Le plus étrange dans cette histoire, c'est la façon dont tout s'est terminé aussi brutalement que ça avait commencé. En l'espace de quelques minutes, je suis passé de la terreur pure au soulagement total. C'était comme si je sortais d'un cauchemar éveillé. Aujourd'hui, quand je raconte cette histoire, j'ai encore du mal à réaliser que ça m'est vraiment arrivé. C'est comme si j'avais vécu un film d'horreur grandeur nature. Parfois, je me demande si je n'ai pas rêvé tout ça. Mais les cicatrices psychologiques sont bien réelles. Pendant longtemps, j'ai sursauté à chaque fois que je voyais un autostoppeur sur le bord de la route. Même maintenant, des années après, je sens mon cœur s'accélérer quand je passe devant ce fameux restaurant. Cette expérience m'a aussi fait prendre conscience de la fragilité de la vie. En quelques secondes, tout peut basculer. Depuis, j'essaie de profiter de chaque instant, de ne pas remettre à demain ce qui est important pour moi. Je me demande souvent ce qu'est devenu mon agresseur. A-t-il été condamné? S'est-il repenti? Ou continue-t-il à faire des victimes? Je préfère ne pas savoir, pour pouvoir tourner la page définitivement. Ce qui me frappe aussi, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est enchaîné. En l'espace de quelques minutes, ma vie a failli basculer. C'est effrayant de voir à quel point le destin peut se jouer sur des détails. Parfois, je me surprends à scruter les visages des gens dans la rue, me demandant s'ils cachent eux aussi un monstre derrière leur apparence banale.
Cette expérience a définitivement changé ma façon de voir le monde et les autres. Je sais que je ne pourrai jamais oublier complètement cette nuit-là. Les images, les sons, les sensations sont gravées à jamais dans ma mémoire. Mais j'essaie d'en tirer des leçons positives, de devenir plus fort grâce à cette épreuve. Aujourd'hui, quand j'entends parler d'histoires similaires aux informations, j'ai une pensée pour les victimes. Je sais exactement ce qu'elles traversent, cette peur viscérale qui vous glace le sang. Cette expérience m'a aussi rapproché de ma famille et mes amis. J'ai réalisé à quel point la vie est précieuse et fragile. Maintenant, je leur dis plus souvent que je les aime, que je tiens à eux. Bizarrement, je me sens presque chanceux d'avoir vécu ça. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, m'a fait grandir d'une certaine façon. Même si je ne souhaite évidemment à personne de vivre une telle expérience. Quand je repense à cette nuit-là, j'ai encore des frissons. Mais je suis fier d'avoir réussi à m'en sortir, d'avoir gardé mon sang-froid dans une situation extrême. Ça me donne confiance en moi pour affronter d'autres épreuves. Cette histoire restera à jamais gravée en moi. Elle fait partie de ce que je suis aujourd'hui, dans le bon comme dans le mauvais. J'espère juste ne plus jamais avoir à revivre une telle terreur. Je ne conduisais que depuis quelques heures quand tout a basculé. C'était censé être un simple trajet pour rendre visite à ma tante dans un village reculé, mais je me suis rapidement retrouvé complètement perdu sur des routes de campagne sinueuses et mal entretenues. Le soleil commençait à se coucher, et l'angoisse montait en moi à mesure que les arbres denses obscurcissaient la route. J'ai décidé de m'arrêter pour vérifier mon GPS, mais bien sûr, il n'y avait aucun signal dans cette zone isolée. Frustré, j'ai redémarré la voiture et continué à rouler, espérant trouver un endroit pour faire demi-tour. C'est alors que j'ai aperçu une lueur au loin. Peut-être une maison où je pourrais demander des indications. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait d'un groupe de personnes rassemblées autour d'un feu de camp. Soulagé de trouver enfin quelqu'un, j'ai ralenti et baissé ma vitre. Mais dès que la lumière de mes phares les a éclairés, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il y avait environ une douzaine d'hommes, tous vêtus de vêtements usés et sales. Leurs visages étaient durs et hostiles, leurs yeux brillant d'une lueur menaçante dans la lumière du feu. Instinctivement, j'ai commencé à remonter ma vitre, mais c'était trop tard. En quelques secondes, ils ont encerclé ma voiture, cognant sur les vitres et la carrosserie. J'étais paralysé par la peur, incapable de bouger, ou même de penser clairement. L'un d'eux a essayé d'ouvrir ma portière, tandis qu'un autre brandissait ce qui ressemblait à une batte de baseball. « Sortez de là !» hurlait l'un d'eux. « Vous n'avez rien à faire ici !» Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine l'entendre par-dessus le vacarme. J'ai verrouillé les portes, mais je savais que ça ne les arrêterait pas longtemps. Des images terrifiantes de ce qu'ils pourraient me faire défilèrent dans mon esprit. Soudain, une voix forte a retenti par-dessus le tumulte. « Ça suffit !» Les coups sur ma voiture ont cessé immédiatement. À travers la vitre embuée, j'ai vu la foule s'écarter pour laisser passer un homme plus âgé. Il avait une présence imposante, avec des cheveux gris en bataille et une barbe hirsute. Ses yeux perçants m'ont fixé intensément. « Ouvrez votre fenêtre !» a-t-il ordonné d'une voix calme mais autoritaire. Tremblant, j'ai obéi. Que pouvais-je faire d'autre? Il s'est approché et m'a regardé de haut en bas, comme s'il évaluait quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Après ce qui m'a semblé une éternité, il a parlé à nouveau. « Vous n'êtes pas d'ici », a-t-il déclaré. Ce n'était pas une question. J'ai secoué la tête, incapable de prononcer un mot. « Ces routes ne sont pas sûres la nuit », a-t-il continué. Surtout pour les étrangers qui ne connaissent pas les dangers qui rôdent dans ces bois. Son ton était étrangement calme, presque bienveillant, ce qui contrastait fortement avec l'hostilité de ses compagnons. Je me suis perdu. Ai-je finalement réussi à bafouiller? Je cherchais juste mon chemin. Il a hoché la tête lentement. Beaucoup se perdent par ici. Peu retrouvent leur chemin. Un frisson m'a parcouru l'échine. Était-ce un avertissement? Une menace?
Écoutez-moi attentivement, a-t-il poursuivi. Vous allez faire demi-tour et repartir par où vous êtes venu. Ne vous arrêtez pas, ne regardez pas en arrière. Continuez tout droit jusqu'à ce que vous retrouviez la route principale. Compris? J'ai acquiescé frénétiquement, soulagé qu'il me laisse partir. Et si jamais l'envie vous prenait de revenir par ici? Il a fait une pause, ses yeux s'assombrissant. Ne le faites pas. Pour votre propre bien. Sur ces mots, il a fait un geste de la main, et les autres hommes se sont écartés de ma voiture. Je n'ai pas perdu une seconde. J'ai enfoncé l'accélérateur et fait demi-tour aussi vite que possible, le cœur battant à tout rompre. Pendant que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Ils étaient tous là, immobiles, me regardant partir. La lueur du feu projetait des ombres étranges sur leurs visages, les faisant paraître presque inhumains. J'ai roulé pendant ce qui m'a semblé des heures, n'osant pas ralentir ou m'arrêter. Chaque bruit, chaque ombre me faisait sursauter. Je m'attendais à moitié à les voir surgir de nulle part, me poursuivant sur cette route sombre et sinueuse. Ce n'est que lorsque j'ai finalement atteint la route principale, baignée par la lumière rassurante des lampadaires, que j'ai osé respirer normalement. Mes mains tremblaient encore sur le volant et j'ai dû m'arrêter sur le bas-côté pour reprendre mes esprits. Que s'était-il vraiment passé là-bas? Qui étaient ces hommes? Et surtout, pourquoi le vieil homme m'avait-il laissé partir? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, sans que je puisse trouver de réponse satisfaisante. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de me convaincre que j'avais exagéré la situation dans mon esprit. Peut-être n'étaient-ils que des locaux méfiants, protégeant leur territoire, mais je ne pouvais pas oublier la lueur dans leurs yeux, ni le ton menaçant dans la voix du vieil homme quand il m'avait averti de ne jamais revenir. J'ai fini par raconter cette histoire à ma tante, espérant qu'elle pourrait m'éclairer sur ce qui se passait dans cette région. Sa réaction m'a glacé le sang. Elle est devenue blême et m'a fait jurer de ne plus jamais emprunter cette route. Il y a des choses dans ces bois, m'a-t-elle dit à voix basse, des choses que les gens de la ville ne peuvent pas comprendre. Tu as eu de la chance de t'en sortir. Elle a refusé d'en dire plus, changeant rapidement de sujet, mais j'ai remarqué qu'elle jetait des regards nerveux par la fenêtre, comme si elle craignait que quelque chose, ou quelqu'un, nous écoute. Depuis cette nuit-là, je fais des cauchemars. Je me réveille en sueur, avec l'impression d'entendre des coups sur ma voiture et des voix menaçantes qui m'appellent. Parfois, je crois apercevoir des silhouettes sombres du coin de l'œil, mais quand je me retourne, il n'y a rien. Je sais que je ne retournerai jamais sur cette route. Mais une part de moi se demande ce qui serait arrivé si le vieil homme n'était pas intervenu. Qu'auraient fait ces hommes? Et plus important encore, de quoi me protégeait-il réellement en me chassant? Ces questions me hantent et je doute de trouver un jour les réponses. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit-là, j'ai frôlé quelque chose de sombre et de dangereux, quelque chose qui se cache dans les recoins obscurs de notre monde, attendant les voyageurs égarés. Alors si un jour, vous vous retrouvez sur une route isolée, entourée de forêts denses, et que vous apercevez une lueur au loin, n'arrêtez pas votre voiture. Continuez à rouler aussi vite que possible, car vous ne savez jamais ce qui peut vous attendre dans l'obscurité. Je ne m'attendais pas à ce que cette soirée pluvieuse se transforme en l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. J'étais sur le chemin du retour après avoir rendu visite à ma sœur qui habite dans une petite ville à environ 2 heures de chez moi. Il était déjà tard, presque minuit, et la pluie battante rendait la visibilité sur la route très difficile. J'avais hâte de rentrer chez moi et de me mettre au lit. La route était déserte, ce qui n'était pas surprenant vu l'heure tardive et les conditions météorologiques. Les essuie-glaces de ma voiture fonctionnaient à plein régime, mais avaient du mal à suivre le rythme de la pluie torrentielle. Je conduisais prudemment, conscient que la chaussée glissante pouvait être dangereuse. Soudain, j'ai aperçu des phares dans mon rétroviseur. Une voiture s'approchait rapidement derrière moi. J'ai pensé que c'était étrange,
car elle roulait beaucoup plus vite que moi malgré les conditions difficiles. Mon instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas, mais j'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était probablement quelqu'un qui connaissait bien la route. La voiture s'est rapprochée de plus en plus, jusqu'à ce que ses phares m'aveuglent presque dans mes rétroviseurs. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Pourquoi ne me dépassait-elle pas? Il y avait suffisamment de place sur la route. J'ai accéléré légèrement, espérant créer une distance entre nous, mais la voiture a fait de même, restant collée à mon pare-choc arrière. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai cherché mon téléphone portable pour appeler à l'aide, mais je me suis souvenu que je l'avais laissé chez ma sœur. Quelle erreur stupide. J'étais seul, sans moyen de communication, sur une route déserte au milieu de la nuit. Soudain, la voiture derrière moi a fait un écart sur le côté et a commencé à me dépasser. J'ai ressenti un bref soulagement, pensant qu'elle allait enfin passer son chemin. Mais au lieu de cela, elle s'est brusquement rabattue devant moi, m'obligeant à freiner brutalement. J'ai senti mon cœur s'arrêter quand j'ai vu deux autres voitures surgir de nulle part et bloquer la route devant moi. J'étais piégé. Des hommes sont sortis des voitures, leurs silhouettes à peine visibles dans l'obscurité et la pluie. J'ai vu qu'ils portaient des cagoules, et que certains tenaient ce qui ressemblait à des armes. La panique m'a envahi. C'était un braquage, et j'étais leur cible. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que devais-je faire? Si je restais là, ils allaient certainement me voler, peut-être me blesser ou pire. Mais si j'essayais de fuir, ils pourraient me tirer dessus. Les secondes semblaient durer une éternité alors que je pesais mes options. L'un des hommes s'est approché de ma voiture, faisant signe de baisser ma vitre. J'ai senti la sueur couler le long de mon dos malgré le froid. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je ne pouvais pas rester là à attendre ce qui allait m'arriver. Dans un élan de courage ou de folie, j'ai enfoncé l'accélérateur à fond. Ma voiture a bondi en avant, prenant les assaillants par surprise. J'ai visé l'espace étroit entre deux de leurs véhicules, priant pour que ma petite voiture puisse passer. Le bruit du métal qui se froisse a retenti alors que je forçais le passage. Des cris de colère et de surprise se sont mêlés au rugissement de mon moteur. J'ai senti ma voiture heurter quelque chose, probablement l'un de leurs véhicules, mais j'ai continué d'accélérer. Des coups de feu ont éclaté derrière moi. Le bruit des balles sifflant près de ma voiture m'a glacé le sang. J'ai zigzagué sur la route, essayant de rendre ma trajectoire imprévisible tout en luttant pour garder le contrôle sur la chaussée glissante. J'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur et j'ai vu que deux des voitures s'étaient lancées à ma poursuite. La troisième était restée sur place, probablement endommagée par ma manœuvre désespérée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre malgré le vacarme de la pluie et du moteur poussé à son maximum. La poursuite s'est engagée sur la route sinueuse. Je connaissais bien ce tronçon pour l'avoir emprunté de nombreuses fois, ce qui me donnait un léger avantage. Mais mes poursuivants étaient déterminés et leur voiture semblait plus puissante que la mienne. J'ai pris les virages à une vitesse folle, sachant que la moindre erreur pourrait m'être fatale. La pluie rendait la route traîtresse, et plusieurs fois j'ai senti ma voiture déraper dangereusement. Mais l'adrénaline et la peur me maintenaient concentré, mes réflexes plus aiguisés que jamais. Les phares de mes poursuivants dansaient dans mon rétroviseur, parfois s'éloignant un peu dans les virages, parfois se rapprochant dangereusement. Je savais que je ne pourrais pas maintenir cette allure longtemps. Il me fallait trouver une solution, et vite. C'est alors que j'ai aperçu une petite route sur le côté. C'était un chemin forestier que j'avais déjà emprunté une fois pour faire un pique-nique. Sans hésiter, j'ai tourné brusquement, m'engageant sur le chemin boueux. Le changement soudain de direction a pris mes poursuivants par surprise. J'ai entendu le crissement de leurs pneus alors qu'ils essayaient de ralentir pour prendre le virage. L'un d'eux a raté le tournant, sa voiture dérapant dans le fossé avec un bruit sourd. Le chemin était étroit et accidenté, à peine praticable par ce temps. Les branches basses fouettaient ma voiture, et je devais lutter pour maintenir le contrôle. Mais je savais que c'était ma seule chance. Derrière moi, j'entendais encore le bruit d'un moteur. L'une des voitures avait réussi à me suivre. J'ai continué à foncer sur le chemin boueux, les phares de mon poursuivant dansant follement derrière moi. La pluie semblait redoubler d'intensité,
transformant le chemin en un véritable bourbier. Ma voiture glissait et patinait, mais je refusais de ralentir. Soudain, j'ai aperçu une clairière sur ma droite. Sans réfléchir, j'ai tourné brusquement, coupant à travers les herbes hautes. C'était risqué. Je ne savais pas ce qui pouvait se cacher dans cette végétation dense, mais c'était ma seule option. J'ai entendu un bruit de crash derrière moi. En jetant un coup d'œil rapide, j'ai vu que la voiture qui me poursuivait n'avait pas réussi à prendre le virage. Elle s'était encastrée dans un arbre au bord du chemin. Le soulagement m'a envahi, mais je ne pouvais pas me permettre de relâcher mon attention. J'ai continué à avancer à travers la clairière, les herbes hautes fouettant ma voiture. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai finalement atteint l'autre côté, retrouvant un chemin plus praticable. J'ai roulé encore pendant une bonne heure, changeant constamment de direction, empruntant les routes les plus petites et les moins fréquentées que je pouvais trouver. Je craignais à chaque instant de voir réapparaître les phares de mes poursuivants, mais ils ne sont jamais revenus. Ce n'est que lorsque j'ai finalement reconnu les environs de ma ville que j'ai osé ralentir. J'étais trempé de sueur, mes mains tremblaient sur le volant, et j'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Je suis rentré chez moi et j'ai verrouillé toutes les portes derrière moi. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, sursautant au moindre bruit, craignant que mes agresseurs n'aient réussi à me retrouver. Le lendemain matin, j'ai examiné ma voiture. Elle était couverte de boue et de branches, et il y avait une large éraflure sur le côté où j'avais forcé le passage entre les véhicules des braqueurs. C'était la preuve que tout cela n'avait pas été un horrible cauchemar. J'ai hésité longtemps avant d'aller à la police. J'avais peur que ces hommes ne me retrouvent d'une manière ou d'une autre si je parlais. Mais finalement, j'ai décidé de porter plainte. Les policiers ont pris ma déposition, mais ils n'avaient pas grand-chose pour enquêter. Pas de numéro de plaque, pas de description précise des agresseurs ou de leur véhicule. Ils m'ont dit qu'ils feraient de leur mieux, mais je n'ai jamais eu de nouvelles. Depuis cette nuit-là, je ne conduis plus jamais seul la nuit. J'ai installé un système de sécurité dans ma voiture et je garde toujours mon téléphone à portée de main. Chaque fois que je vois des phares dans mon rétroviseur, je sens mon cœur s'accélérer. Je ne saurais jamais qui étaient ces hommes, ni pourquoi ils m'ont ciblé cette nuit-là. Était-ce un simple braquage opportuniste ou quelque chose de plus sinistre? Je ne le saurais probablement jamais. Mais une chose est sûre, cette expérience m'a appris que le danger peut surgir n'importe où, n'importe quand, et que parfois, la seule chose qui peut vous sauver est votre instinct et votre rapidité de réaction. Cette nuit pluvieuse sur cette route déserte restera à jamais gravée dans ma mémoire. C'est un rappel constant que la vie peut basculer en un instant et que nous devons toujours être prêts à faire face à l'inattendu. Je suis reconnaissant d'avoir survécu, mais je sais que je ne serai plus jamais le même. Chaque trajet en voiture est maintenant teinté d'une appréhension que je ne peux pas totalement effacer. Un rappel constant de cette nuit où j'ai échappé de justesse au pire. Je ne m'attendais pas à vivre une expérience aussi terrifiante lors de ma promenade nocturne habituelle avec Max, mon fidèle berger allemand. C'était une soirée pluvieuse et froide de novembre, mais j'avais besoin de sortir prendre l'air après une longue journée de travail stressante. Le parc municipal était complètement désert à cette heure tardive, ce qui n'était pas surprenant vu le temps maussade. Seul le bruit de la pluie qui tombait sur les feuilles mortes et le halètement de Max brisèrent le silence. L'obscurité était presque totale, à peine éclairée par quelques lampadaires épars le long du chemin principal. Je marchais d'un bon pas, Max trottinant joyeusement à mes côtés, heureux malgré la pluie qui trempait son pelage. J'étais perdu dans mes pensées, ressassant les problèmes de la journée, quand soudain Max s'est arrêté net. Ses oreilles se sont dressées, et il a commencé à grogner sourdement, le poil hérissé. Surpris par ce changement d'attitude, j'ai scruté les alentours mais je ne voyais rien d'anormal dans l'obscurité. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» ai-je murmuré en caressant la tête de Max pour le rassurer. Mais il restait tendu, fixant un point dans les ténèbres.
C'est alors que je l'ai aperçu. Une silhouette sombre, immobile, qui semblait nous observer depuis la lisière des arbres. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Qui pouvait bien se trouver là à une heure pareille? La forme était trop grande et massive pour être un animal. J'ai plissé les yeux, essayant de mieux distinguer les contours de cette présence inquiétante. Était-ce simplement un promeneur attardé? Mais pourquoi resterait-il planté là sans bouger? Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Quelque chose clochait. Je le sentais au plus profond de moi. « Il y a quelqu'un » ai-je lancé d'une voix que je voulais assurer. Pas de réponse. La silhouette est restée parfaitement immobile. Max continuait de grogner, les babines retroussées. J'ai commencé à reculer lentement, tirant doucement sur la laisse. « Viens Max, on s'en va. » C'est à ce moment-là que la forme s'est mise en mouvement. Elle a fait un pas en avant, sortant de l'ombre des arbres. J'ai retenu mon souffle. Ce n'était définitivement pas un promeneur ordinaire. La silhouette était anormalement grande et dégingandée, avec des membres trop longs qui semblaient se mouvoir de façon saccadée, presque mécanique. La panique m'a envahi. Mon instinct me hurlait de fuir le plus vite possible. Mais mes jambes refusaient de bouger, comme paralysées par la terreur. La créature, car je ne pouvais plus la qualifier autrement, a fait un autre pas dans notre direction. Elle ne faisait aucun bruit en se déplaçant, pas même le crissement des feuilles mortes sous ses pieds. C'était comme si elle glissait sur le sol. Max s'est mis à aboyer furieusement, me tirant de ma stupeur. J'ai fait volte-face et me suis mis à courir aussi vite que je le pouvais, mon chien galopant à mes côtés. La pluie me cinglait le visage, m'aveuglant à moitié. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je n'osais pas regarder en arrière, terrifié à l'idée de voir cette chose nous poursuivre, mais j'entendais un bruit de froissement derrière nous, comme si quelque chose de très rapide se frayait un chemin à travers les buissons. Max aboyait toujours, m'encourageant à courir encore plus vite. Nous avons dévalé les allées du parc à toute vitesse, glissant parfois sur les feuilles mouillées. Mes poumons me brûlaient, mes jambes me faisaient souffrir, mais la peur me poussait en avant. Je ne pensais qu'à une chose, atteindre la sortie du parc, rejoindre la sécurité des rues éclairées. Soudain, j'ai trébuché sur une racine et me suis étalé de tout mon long dans la boue. La laisse m'a échappé des mains. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru que c'était fini, que la créature allait me rattraper. Mais Max s'est précipité vers moi, m'a attrapé la manche avec ses crocs et m'a tiré pour m'aider à me relever. C'est à ce moment-là que j'ai osé jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La chose était là, à quelques mètres à peine. Sa silhouette se découpait dans la pénombre, inhumaine et terrifiante. Elle avait des bras démesurément longs, qui pendaient presque jusqu'au sol, terminés par des mains aux doigts effilés comme des griffes. Mais le pire, c'était son visage. Ou plutôt, son absence de visage. Là où auraient dû se trouver des yeux, un nez, une bouche, il n'y avait qu'une surface lisse et blanchâtre, comme un masque vierge. Cette vision cauchemardesque m'a donné un regain d'énergie né du désespoir. J'ai bondi sur mes pieds et repris ma course effrénée, Max sur mes talons. La créature nous suivait toujours, ses mouvements saccadés mais incroyablement rapides. Elle ne faisait aucun bruit, pas même celui d'une respiration. Juste ce froissement inquiétant qui se rapprochait inexorablement. Enfin, j'ai aperçu les grilles du parc qui se dessinaient devant nous. La rue au-delà semblait un havre de paix avec ses lampadaires et ses voitures qui passaient. Plus que quelques mètres et nous serions en sécurité. Mais la chose gagnait du terrain. Je sentais presque son souffle glacé sur ma nuque. C'est alors que Max a fait demi-tour. Mon brave chien s'est retourné pour faire face à notre poursuivant, se dressant de toute sa hauteur entre la créature et moi. Il s'est mis à aboyer et à grogner avec une férocité que je ne lui connaissais pas, prêt à se battre pour me protéger. Ce geste héroïque a semblé déstabiliser la créature. Elle s'est arrêtée net, comme hésitante. J'en ai profité pour franchir les derniers mètres qui nous séparaient de la sortie. « Max, viens !» ai-je crié,
Mon chien a reculé lentement sans quitter la chose des yeux puis s'est élancé vers moi. Nous avons franchi les grilles du parc et débouché sur le trottoir éclairé. Des passants nous ont regardés avec étonnement, surpris de voir un homme et son chien surgir en courant d'un parc plongé dans l'obscurité. J'ai jeté un dernier coup d'œil derrière nous, le cœur battant. La créature avait disparu. Il n'y avait plus que les arbres agités par le vent et la pluie qui continuaient de tomber, comme si rien ne s'était passé. J'ai serré Max contre moi, reconnaissant pour son courage qui nous avait probablement sauvé la vie. Nous sommes rentrés chez nous en marchant le plus vite possible, jetant constamment des regards par-dessus notre épaule. Une fois la porte de l'appartement verrouillée derrière nous, je me suis effondré sur le canapé, tremblant de tous mes membres. Max est venu poser sa tête sur mes genoux, comme pour me réconforter. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je n'ai cessé de repasser les événements dans ma tête, essayant de leur trouver une explication rationnelle. Mais je savais au fond de moi que ce que nous avions vu défiait toute logique. Cette créature n'appartenait pas à notre monde. Les jours suivants, j'ai cherché dans les journaux locaux s'il y avait eu d'autres témoignages similaires. Mais rien. Personne d'autre ne semblait avoir vu cette chose terrifiante dans le parc. J'ai même été jusqu'à contacter discrètement la police, prétextant avoir vu un rôdeur suspect. Là encore, aucun signalement de ce genre. J'ai fini par me demander si je n'avais pas tout imaginé, si le stress et la fatigue ne m'avaient pas fait halluciner. Mais le comportement de Max ce soir-là et sa réaction héroïque me prouvaient que quelque chose s'était bel et bien passé. Mon chien avait vu la même chose que moi. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce parc après la tombée du jour. Mes promenades avec Max se limitent maintenant aux rues bien éclairées du quartier. Parfois, quand nous passons devant les grilles du parc plongées dans l'obscurité, je sens Max se raidir et grogner doucement, comme s'il sentait que quelque chose nous observe depuis les ténèbres. Je ne saurais probablement jamais ce qu'était réellement cette créature, ni pourquoi elle nous a poursuivis cette nuit-là. Mais une chose est sûre, cette expérience m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre réalité. Il existe des choses que notre esprit rationnel ne peut expliquer, des présences tapies dans l'ombre qui défient notre compréhension du monde. Aujourd'hui encore, quand je repense à cette silhouette inhumaine et à son visage sans traits, un frisson me parcourt l'échine. Je sais que je ne pourrai jamais oublier cette rencontre terrifiante, et chaque soir, en fermant les rideaux, je ne peux m'empêcher de scruter l'obscurité, redoutant d'y apercevoir à nouveau cette forme cauchemardesque. Cette expérience m'a changé à jamais. Elle m'a ouvert les yeux sur un monde plus vaste et plus effrayant que je ne l'imaginais. Un monde où rôdent des créatures que nous ne sommes pas censés voir. Et chaque nuit, en bordant Max qui dort paisiblement à mes pieds, je remercie le ciel d'avoir un protecteur aussi courageux et fidèle à mes côtés. Car qui sait ce qui nous attend vraiment dans les ténèbres? J'étais épuisé après une longue journée de travail, et je n'avais qu'une envie. Rentrer chez moi et me reposer. Mais la pluie battante qui s'abattait sur la ville ce soir-là m'a poussé à chercher refuge dans le premier dîner que j'ai trouvé sur mon chemin. C'était un de ces vieux restaurants typiques des années 50, avec ses banquettes en cuir rouge et son comptoir en formica. L'endroit était presque vide à cette heure tardive, à l'exception de quelques clients attardés et du serveur qui essuyait mollement les tasses derrière le bar. Je me suis installé à une table près de la fenêtre, observant distraitement les gouttes qui ruisselèrent sur la vitre. Le serveur m'a apporté un café bien chaud, et j'ai commencé à feuilleter le menu sans vraiment y prêter attention. C'est alors que j'ai remarqué du coin de l'œil 3 hommes qui sont entrés dans le restaurant. Ils avaient l'air louches, avec leurs vestes en cuir et leurs casquettes enfoncées sur le crâne. Ils se sont assis à une table non loin de la mienne, parlant à voix basse et jetant des regards furtifs autour d'eux. Je ne sais pas pourquoi, mais leur présence m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'ai essayé de me concentrer sur mon café, mais je sentais leur regard peser sur moi. À chaque fois que je levais les yeux, je les surprenais en train de me fixer. Mon instinct me hurlait que quelque chose n'allait pas. J'ai rapidement avalé mon café et j'ai demandé l'addition.
pressé de quitter cet endroit au plus vite. Lorsque je me suis levé pour partir, j'ai vu du coin de l'œil que les 3 hommes faisaient de même. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis sorti du dîner et j'ai commencé à marcher d'un pas rapide dans la rue sombre et pluvieuse. J'entendais distinctement des pas derrière moi. Je me suis retourné brièvement et j'ai aperçu les 3 hommes qui me suivaient, accélérant le pas pour me rattraper. La panique m'a envahi. J'ai tourné brusquement dans une ruelle adjacente espérant les semer. Mais ils étaient toujours là, se rapprochant inexorablement. J'ai couru aussi vite que je le pouvais, glissant sur les pavés mouillés, mon cœur battant à tout rompre. Les ruelles défilaient autour de moi, sombres et menaçantes. Je n'avais aucune idée d'où j'allais, guidé uniquement par la peur viscérale qui me poussait en avant. J'entendais leurs pas résonner derrière moi, de plus en plus proches. L'un d'eux a crié quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai tourné dans une autre ruelle, cherchant désespérément une issue, mais c'était une impasse. Mon sang s'est glacé dans mes veines quand j'ai réalisé que j'étais piégé. Je me suis retourné, le dos collé contre le mur humide. Les 3 hommes s'approchaient lentement, leurs silhouettes menaçantes se découpant dans la pénombre. L'un d'eux a sorti un objet de sa poche. Un couteau? Un pistolet? Je ne pouvais pas le distinguer clairement. La terreur me paralysait complètement. J'ai fermé les yeux, persuadé que c'était la fin. C'est alors que j'ai entendu des sirènes au loin. Les hommes se sont figés, échangeant des regards inquiets. Les sirènes se rapprochaient rapidement. L'un des hommes a juré et a fait signe aux autres de partir. Ils ont fait demi-tour et se sont enfuis en courant dans la ruelle. Quelques secondes plus tard, 2 voitures de police sont arrivées en trombe, leurs gyrophares illuminant les murs. Des policiers en sont sortis, armes au poing. L'un d'eux s'est approché de moi, me demandant si j'allais bien. J'étais incapable de parler, tremblant de tous mes membres. Il m'a aidé à m'asseoir dans la voiture pendant que ses collègues partaient à la poursuite des 3 hommes. Les minutes qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Je me souviens vaguement d'avoir été emmené au poste de police, d'avoir donné ma déposition d'une voix tremblante. Les policiers m'ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel anonyme signalant une activité suspecte près du diner. Ils sont arrivés juste à temps pour me sauver d'un possible enlèvement ou pire encore. Ils ont réussi à arrêter 2 des 3 hommes quelques rues plus loin. Il s'est avéré qu'ils étaient recherchés pour une série d'agressions violentes dans la région. Je n'ose pas imaginer ce qui me serait arrivé s'ils m'avaient attrapé. Cette nuit-là a changé ma vie à jamais. Pendant des semaines, j'ai fait des cauchemars, revivant sans cesse cette course-poursuite terrifiante dans les ruelles sombres. J'avais peur de sortir seul, sursautant au moindre bruit suspect. Il m'a fallu des mois de thérapie pour commencer à surmonter ce traumatisme. Aujourd'hui encore, des années plus tard, je ne peux pas m'empêcher de regarder par-dessus mon épaule quand je marche seul la nuit. Le moindre bruit de pas derrière moi suffit à faire remonter cette terreur viscérale. Je ne me sens plus jamais totalement en sécurité. Cette expérience m'a fait prendre conscience de la fragilité de notre sentiment de sécurité. En l'espace d'un instant, notre vie peut basculer dans l'horreur la plus totale. J'ai appris à être plus vigilant, à faire confiance à mon instinct quand quelque chose ne va pas. Mais surtout, j'ai appris à apprécier chaque jour comme un cadeau, conscient que tout aurait pu se terminer ce soir-là dans une ruelle sombre. Je ne saurais jamais qui a passé cet appel anonyme à la police, ni pourquoi ces hommes m'ont pris pour cible. Était-ce un simple hasard? Ou avait-il une raison particulière de me poursuivre? Ces questions me hantent encore aujourd'hui. Parfois je me réveille en pleine nuit, persuadé d'entendre à nouveau ces pas qui me poursuivent dans l'obscurité. Cette nuit pluvieuse restera à jamais gravée dans ma mémoire comme la nuit où j'ai failli tout perdre. Elle m'a montré à quel point la vie peut basculer en un instant, comment la sécurité que nous tenons pour acquise peut s'effondrer en un clin d'œil. Chaque fois que je passe devant ce vieux dîner, je ne peux m'empêcher de frissonner, revivant en pensée ces moments de terreur pure. Je sais que j'ai eu de la chance ce soir-là.
Beaucoup n'ont pas eu cette chance et sont devenus des victimes anonymes, des noms dans les faits divers. Je ne peux m'empêcher de penser à eux, à ce qu'ils ont dû ressentir dans leurs derniers instants. Cette expérience m'a rendu plus empathique, plus attentif aux autres. J'essaie maintenant d'être toujours vigilant, prêt à aider quelqu'un qui pourrait se trouver dans une situation similaire. Malgré le temps qui passe, je n'arrive pas à oublier les visages de ces hommes, leurs regards froids et déterminés. Je me demande souvent ce qui les a poussés à agir ainsi, quelles circonstances les ont amenés à devenir des prédateurs urbains. Sans excuser leurs actes, je ne peux m'empêcher de penser qu'eux aussi ont dû vivre des expériences traumatisantes pour en arriver là. Cette nuit a également changé ma perception de la ville. Les rues que je connaissais si bien sont devenues un labyrinthe menaçant, chaque recoin sombre cachant un danger potentiel. J'ai dû réapprendre à me sentir chez moi dans ma propre ville, à apprivoiser à nouveau ces espaces qui m'étaient autrefois familiers. Parfois, quand la pluie tombe fort et que le vent siffle dans les ruelles, je repense à cette nuit-là. Je me demande ce qui serait arrivé si les choses s'étaient passées différemment. Si la police n'était pas arrivée à temps, si j'avais pris un autre chemin. Ces « et si » me hantent encore, me rappelant constamment à quel point la vie tient à un fil. Mais je refuse de laisser cette expérience me définir entièrement. J'essaie chaque jour de trouver un équilibre entre vigilance et ouverture au monde. Je ne veux pas vivre dans la peur constante, mais je ne peux pas non plus oublier ce que j'ai vécu. C'est un combat quotidien, mais je suis déterminé à ne pas laisser ces hommes gagner en me volant ma joie de vivre. Cette nuit-là m'a appris une leçon importante sur la résilience humaine. Malgré la terreur, malgré le traumatisme, nous avons en nous la force de surmonter les épreuves les plus difficiles. Chaque jour est une victoire, chaque moment de bonheur un acte de résistance contre la peur qui voudrait nous paralyser. Je partage cette histoire non pas pour effrayer, mais pour rappeler à quel point il est important d'être attentif, de faire confiance à son instinct, et surtout de ne jamais tenir notre sécurité pour acquise. La vie peut basculer en un instant, mais c'est précisément ce qui la rend si précieuse. Chaque jour est un cadeau, une opportunité de créer de nouveaux souvenirs pour contrebalancer ceux qui nous hantent. À tous ceux qui liront ce témoignage, je voudrais dire, restez vigilants, mais ne laissez pas la peur gouverner votre vie. Le monde peut être un endroit effrayant, mais il est aussi rempli de beauté et de bonté. C'est à nous de choisir sur quoi nous voulons nous concentrer. Pour ma part, j'ai choisi de célébrer la vie, tout en gardant toujours un œil sur les ombres qui rôdent dans les coins sombres de la ville. Je n'aurais jamais imaginé que cette soirée se terminerait de cette façon. Marc et moi étions ensemble depuis presque 2 ans, et même si notre relation avait ses hauts et ses bas, je n'aurais jamais pensé qu'il pourrait devenir violent envers moi. Tout a commencé par une simple sortie au restaurant. Nous avions décidé d'aller dîner dans un nouveau bistrot en ville pour fêter son récent changement de poste. L'ambiance était agréable, nous discutions et rions comme d'habitude. Marc avait bu quelques verres de vin, mais rien d'excessif à mes yeux. C'est sur le chemin du retour que tout a basculé. Nous roulions depuis une dizaine de minutes quand j'ai fait une remarque anodine sur le fait qu'il conduisait un peu vite. Sa réaction m'a glacé le sang. D'un coup, son visage s'est transformé. Ses traits se sont durcis, et son regard est devenu noir de colère. Il s'est mis à hurler que je n'avais pas à lui dire comment conduire, que j'étais stupide et inutile. J'étais sous le choc, paralysé par la peur. Je ne reconnaissais plus l'homme à côté de moi. Marc ne m'avait jamais parlé comme ça auparavant. J'ai essayé de le calmer, de lui dire que je ne voulais pas le vexer. Mais plus je parlais, plus il s'énervait. Il a commencé à donner des coups de poing sur le volant, à faire des embardées sur la route. Mon cœur battait à 100 à l'heure. J'avais l'impression d'être prise au piège dans cette voiture avec un fou furieux. Soudain, il a braqué le volant et s'est engagé sur une petite route de campagne. L'obscurité nous entourait,
Il n'y avait plus aucune autre voiture en vue. La panique m'a envahi. Où m'emmenait-il? Qu'allait-il me faire? Marc continuait à vociférer des insultes, me traitant de tous les noms. Je sentais les larmes couler sur mes joues, mais je n'osais pas faire un geste. C'est là que j'ai vu le panneau indiquant une station-service à 2 kilomètres. Un espoir fou m'a traversé. Si seulement je pouvais atteindre cette station, je serais sauvé. Mais comment faire? Marc roulait comme un dingue, slalomant sur la route étroite. J'ai jeté un coup d'œil à la portière. Elle n'était pas verrouillée. Une idée folle a germé dans mon esprit. C'était risqué, dangereux même, mais c'était peut-être ma seule chance. J'ai pris une grande inspiration, rassemblant tout mon courage. Juste avant un virage, alors que Marc ralentissait légèrement, j'ai saisi ma chance. D'un geste brusque, j'ai ouvert la portière et je me suis jeté hors du véhicule. La chute a été violente. J'ai roulé dans l'herbe du bas-côté, sentant les cailloux et les brindilles me griffer la peau. Mais l'adrénaline m'empêchait de ressentir la douleur. J'ai entendu les pneus crisser. Marc avait freiné brutalement. Sans réfléchir, je me suis relevé et j'ai commencé à courir aussi vite que je le pouvais vers la forêt qui bordait la route. J'entendais Marc hurler mon nom, ses pas se rapprochant dangereusement. La peur me donnait des ailes. Je me suis enfoncé dans les bois, zigzagant entre les arbres. Les branches me fouettaient le visage. Je trébuchais sur les racines, mais je ne m'arrêtais pas. La voix de Marc résonnait derrière moi, de plus en plus lointaine. Je courais à en perdre haleine, ignorant les points de côté qui me transperçaient. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru ainsi. Peut-être 10 minutes, peut-être 1 heure. J'avais perdu toute notion du temps. Finalement, épuisé, je me suis arrêté. Le souffle court. J'ai tendu l'oreille. Plus aucun bruit. Marc semblait avoir abandonné la poursuite. Tremblante, j'ai essayé de reprendre mes esprits. Où étais-je? Comment sortir de cette forêt? Je me suis efforcé de calmer les battements affolés de mon cœur. La station-service. Elle ne devait pas être loin. Si je longeais la route à couvert des arbres, je finirais bien par y arriver. J'ai avancé prudemment, restant à l'abri des fourrés. Chaque bruit me faisait sursauter. J'avais l'impression que Marc allait surgir à tout moment. Après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai aperçu les lumières de la station-service à travers les arbres. Un immense soulagement m'a envahi. En sortant de la forêt, j'ai jeté un regard anxieux autour de moi. Pas de trace de la voiture de Marc. Le cœur battant, j'ai couru jusqu'à la boutique de la station. Le vendeur m'a dévisagé avec des yeux ronds quand je suis entré. Je devais avoir une allure épouvantable, les vêtements déchirés et couverts de terre, le visage égratigné. « Aidez-moi, je vous en prie », ai-je supplié d'une voix tremblante. Mon copain, il est devenu fou. Il a essayé de me faire du mal. Le vendeur a tout de suite compris la gravité de la situation. Il m'a fait asseoir et m'a apporté un verre d'eau pendant qu'il appelait la police. J'étais tellement soulagé que je me suis mis à pleurer. Les minutes qui ont suivi sont un peu floues dans ma mémoire. Je me souviens de l'arrivée des policiers, de leurs questions. Je leur ai tout raconté, la transformation soudaine de Marc, sa violence, ma fuite désespérée. Ils ont pris ma déposition et m'ont assuré qu'ils allaient le rechercher. Une ambulance est arrivée pour m'examiner. Par miracle, je n'avais que des égratignures et des contusions. Le choc psychologique était bien plus important que les blessures physiques. L'infirmière m'a donné une couverture et m'a parlé doucement pour me rassurer. Pendant que j'étais soigné, les policiers ont reçu un appel radio. Ils avaient retrouvé la voiture de Marc abandonnée sur le bord de la route à quelques kilomètres. Mais aucune trace de lui. Cette nouvelle m'a glacé. Où était-il? Allait-il revenir se venger? Les policiers m'ont proposé de m'emmener dans un foyer pour femmes battues, où je serais en sécurité. J'ai accepté, encore sous le choc. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard vers la forêt sombre. Un frisson m'a parcouru. Cette nuit avait changé ma vie à jamais. Dans la voiture de police, j'ai repensé aux 2 dernières années. Il y avait eu des signes avant-coureurs que j'avais ignorés. La jalousie excessive de Marc, ses accès de colère pour des broutilles,
sa façon de me rabaisser parfois, mais je l'aimais, et je trouvais toujours des excuses à son comportement. Quelle idiote j'avais été. Arrivé au foyer, une assistante sociale m'a accueilli avec bienveillance. Elle m'a expliqué que j'étais courageuse d'avoir fui, que beaucoup de femmes n'y arrivaient pas. Elle m'a assuré que j'étais en sécurité ici et qu'on allait m'aider à me reconstruire. Cette nuit-là, allongé dans un lit inconnu, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Les événements tournaient en boucle dans ma tête. La peur était toujours là, tapie au fond de moi. Et si Marc me retrouvait? Et si tout recommençait? Mais au fil des heures, un autre sentiment a commencé à émerger. Du soulagement, et même une certaine fierté. J'avais réussi à m'échapper. J'avais eu le courage de fuir. Ce soir-là, j'avais peut-être sauvé ma vie. Le lendemain matin, j'ai appris que Marc n'avait toujours pas été retrouvé. Une partie de moi espérait qu'il ne referait jamais surface. L'autre avait besoin de comprendre, de savoir ce qui s'était passé dans sa tête cette nuit-là. Les jours suivants ont été difficiles. J'ai dû faire face à la réalité de ma situation, entamer des démarches pour me protéger légalement. Mais j'étais déterminé à m'en sortir. Cette expérience terrifiante m'avait ouvert les yeux. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me traiter ainsi. Aujourd'hui, plusieurs mois après cette nuit cauchemardesque, je suis toujours en train de me reconstruire. La peur ne m'a pas totalement quitté, mais elle s'estompe peu à peu. Je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir, mais je suis fier d'avoir eu le courage de dire non à la violence. Cette expérience m'a appris que la vie peut basculer en un instant, que l'amour peut se transformer en cauchemar. Mais elle m'a aussi montré ma propre force, une force que je ne soupçonnais pas. Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'elle puisse aider d'autres femmes dans la même situation. N'ayez pas peur de fuir. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. J'étais le directeur de l'hôtel Le Magnifique depuis 5 ans déjà. Une carrière sans accroc, des clients satisfaits, une équipe soudée. Jamais je n'aurais imaginé vivre une telle journée. C'était un mardi comme les autres. J'étais dans mon bureau en train de vérifier les réservations quand j'ai entendu des cris venant du hall. Au début, j'ai pensé à une dispute entre clients. Ça arrive parfois. Mais les hurlements ont continué, de plus en plus fort. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Quelque chose n'allait pas. Je me suis précipité hors de mon bureau. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un homme armé se tenait au milieu du hall, braquant son pistolet sur les clients terrifiés. J'ai tout de suite reconnu Antoine, un ancien réceptionniste que j'avais dû licencier le mois dernier pour faute grave. Il avait les yeux injectés de sang, le visage crispé par la rage. « Personne ne bouge ou je tire !» hurlait-il. Les clients étaient pétrifiés. Certains pleuraient silencieusement. D'autres tremblèrent de tout leur corps. Une femme serrait son bébé contre elle en sanglotant. Le temps semblait s'être arrêté. Mon cerveau fonctionnait à toute vitesse. Que faire? Appeler la police? Tenter de le raisonner? Fuir? Les secondes passaient, interminables. Je savais que je devais agir vite avant que la situation ne dégénère. « Antoine », ai-je dit d'une voix que j'espérais calme, « pose cette arme, on peut discuter. » Il s'est tourné vers moi, les yeux fous. « Toi, c'est de ta faute, tu m'as viré comme un chien. Je sais que tu es en colère, mais ça ne résoudra rien. Laisse partir ces gens, ils n'y sont pour rien. »« La ferme !» a-t-il hurlé en agitant son arme. « Tu ne comprends rien, j'ai tout perdu à cause de toi. » Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais je ne pouvais pas céder à la panique. Des vies étaient en jeu. « Écoute Antoine, je sais que c'est dur. Perdre son travail, c'est terrible. Mais pense à ta famille, ils ont besoin de toi. Si tu fais ça, tu ne les reverras plus jamais. » Il a hésité un instant. J'ai cru voir une lueur de doute dans ses yeux. Mais la rage a repris le dessus. « Ta gueule ! C'est trop tard maintenant. » Il a pointé son arme sur une jeune femme qui a poussé un cri de terreur. Sans réfléchir, je me suis jeté sur lui. Nous sommes tombés au sol dans un concert de hurlements. J'ai agrippé son bras,
tentant désespérément de lui faire lâcher son arme. Il se débattait comme un forcené, me frappant de son poing libre. La lutte semblait durer une éternité. Mes muscles brûlaient sous l'effort. Je sentais le canon du pistolet contre ma tempe. Un faux mouvement et c'était fini. Mais je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Soudain, un coup est parti. La détonation a résonné dans tout le hall. J'ai senti une douleur fulgurante à l'épaule. Mais l'adrénaline m'empêchait de lâcher prise. Profitant d'un moment d'inattention d'Antoine, j'ai réussi à lui arracher l'arme des mains. Je l'ai immédiatement jeté le plus loin possible. À ce moment-là, j'ai entendu les sirènes de police au loin. Quelqu'un avait dû appeler les secours. Antoine s'est effondré en larmes, vaincu. Les minutes qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Les policiers ont fait irruption, armes au poing. Antoine a été menotté et emmené. Les clients étaient sous le choc, certains en pleurs, d'autres se serrant dans les bras. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que mon épaule saignait abondamment. La balle m'avait effleuré. Un policier m'a fait asseoir en attendant l'ambulance. Les jours suivants ont été un tourbillon de dépositions, d'interviews, de déclarations à l'assurance. L'hôtel a dû fermer quelques jours. Mais étrangement, je ne ressentais ni colère ni rancœur envers Antoine, juste une immense tristesse. Comment un homme ordinaire pouvait-il en arriver là? Cette expérience m'a profondément marqué. Encore aujourd'hui, je me réveille parfois en sueur, revivant ces moments terrifiants. Mais elle m'a aussi appris que nous avons tous en nous des ressources insoupçonnées. Face au danger, j'ai trouvé un courage que je ne me connaissais pas. Je repense souvent à ce jour où la folie d'un homme a failli tout emporter, à ses vies suspendues à un fil, au destin qui bascule en un instant. L'hôtel a rouvert ses portes, la vie a repris son cours, mais rien n'est plus comme avant. Chaque client qui franchit le seuil me rappelle ce jour fatidique. Chaque bruit soudain me fait sursauter. J'ai appris à vivre avec ces cicatrices, visibles et invisibles, à apprécier chaque instant de calme, à ne plus rien prendre pour acquis. Parfois, je me demande ce qu'est devenu Antoine. A-t-il trouvé la paix? Le pardon? Je l'espère, sincèrement. Car au fond, nous sommes tous vulnérables, tous capables du pire comme du meilleur. Cette histoire, je ne l'ai racontée qu'à de rares personnes. Elle est trop douloureuse, trop intense. Mais aujourd'hui, je ressens le besoin de la partager. Pour exorciser mes démons peut-être. Ou simplement pour rappeler que la vie peut basculer en un instant. À tous ceux qui liront ces lignes, je voudrais dire, chérissez chaque moment de bonheur. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Car nul ne sait de quoi demain sera fait. Je garde de cette journée un mélange de terreur et de fierté. Terreur face à la violence dont l'être humain est capable. Fierté d'avoir su garder mon sang-froid et protéger mes clients. Aujourd'hui encore, quand je traverse le hall de l'hôtel, je revois la scène comme si c'était hier. L'homme armé, les visages terrorisés, l'odeur de la poudre. Mais je me souviens aussi du soulagement sur les visages quand tout s'est terminé. Des remerciements émus des clients, de cette solidarité qui naît dans l'adversité. Cette expérience m'a changé, profondément. J'ai appris à ne jamais sous-estimer la détresse d'autrui, à être plus à l'écoute de mon équipe, de leurs difficultés, de leurs espoirs. J'ai aussi réalisé à quel point la vie est précieuse, fragile. Chaque matin, en ouvrant les portes de l'hôtel, je remercie le ciel d'être là, d'avoir une nouvelle journée devant moi. Bien sûr, il y a des moments où l'angoisse me submerge, où je crois voir une arme dans la main d'un client, où un bruit de porte qui claque me fait bondir. Mais j'ai appris à vivre avec ces séquelles, à les apprivoiser. Je ne suis pas un héros, juste un homme ordinaire qui s'est retrouvé dans une situation extraordinaire. Si je devais revivre cette journée, agirais-je différemment? Je n'en sais rien. J'ai agi d'instinct, guidé par le besoin de protéger mes clients, mon équipe. Cette histoire, je ne l'oublierai jamais. Elle fait partie de moi désormais. Elle m'a montré que nous avons tous en nous une force insoupçonnée. Que face à l'adversité, l'être humain est capable de se surpasser.
À ceux qui liront ce témoignage, je voudrais dire, ne jugez pas trop vite. Derrière chaque acte désespéré se cache une souffrance. Tendez la main avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez, comprenez, aidez si vous le pouvez. La vie est un cadeau précieux. Ne la gâchez pas dans la haine ou la vengeance. Chérissez chaque instant, chaque sourire, chaque merci. Car tout peut basculer en un clin d'œil. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Mais je sais que je continuerai à accueillir mes clients avec le sourire. À veiller sur mon équipe du mieux possible. À faire de cet hôtel un havre de paix et de sécurité. Cette histoire, c'est mon histoire. Mais elle aurait pu être celle de n'importe qui. Alors la prochaine fois que vous séjournerez dans un hôtel, ayez une pensée pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre pour votre confort et votre sécurité. Ils méritent votre respect et votre bienveillance. Et si un jour vous croisez quelqu'un en détresse, tendez-lui la main. Qui sait, vous éviterez peut-être un drame. Car au fond, nous sommes tous humains, tous fragiles, tous dignes de compassion. Je n'étais qu'une simple femme de chambre dans ce grand complexe hôtelier en bord de mer. Un travail comme un autre, ni plus ni moins exigeant que les précédents. Mais ce jour-là, tout a basculé. C'était une journée ordinaire. J'avais commencé mon service à 7 heures du matin, comme d'habitude. Le soleil se levait à peine, colorant le ciel de teintes orangées. La mer était calme, on entendait le bruit des vagues au loin. J'aimais ces moments de tranquillité avant que l'agitation ne s'empare de l'hôtel. J'ai commencé par nettoyer les couloirs, puis je me suis attaqué aux chambres une par une. Rien d'anormal jusque-là. Vers 10 heures, je suis arrivé devant la chambre 237. Le panneau « Ne pas déranger » était accroché à la poignée, mais je savais que l'occupant était parti tôt ce matin-là. J'ai donc décidé d'entrer pour faire le ménage. À première vue, la chambre semblait normale. Le lit était défait, des vêtements traînaient ici et là. J'ai commencé par ramasser les serviettes sales dans la salle de bain. C'est en passant l'aspirateur sous le lit que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une valise était cachée là, à moitié dissimulée par les draps qui pendaient. Intrigué, j'ai tiré la valise. Elle était lourde, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. J'ai hésité un instant, me demandant si je devais l'ouvrir. La curiosité l'a emporté. Avec des mains tremblantes, j'ai fait sauter les loquets. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La valise était remplie de sachets en plastique contenant une poudre blanche. Il y en avait des dizaines, soigneusement empilés. J'ai tout de suite compris. C'était de la drogue. Une quantité énorme de drogue. J'ai refermé la valise d'un coup sec, comme si elle m'avait brûlé. Mon esprit tournait à toute vitesse. Que devais-je faire? Prévenir la police? Mais si le propriétaire de cette drogue l'apprenait, ne risquais-je pas des représailles? Et si on m'accusait d'être impliqué? La peur m'a submergé. J'ai décidé de ne rien dire, de faire comme si je n'avais rien vu. J'ai terminé le ménage de la chambre en tremblant, jetant des regards inquiets par-dessus mon épaule comme si quelqu'un allait surgir à tout moment. Le reste de la journée est passé dans un brouillard. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette valise et son contenu. À la fin de mon service, j'étais à bout de nerfs. C'est là que j'ai croisé Marc, un collègue en qui j'avais confiance. Il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. « Ça va pas? T'es toute pâle ?» m'a-t-il dit. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté, les mots se bousculant dans ma bouche. Marc m'a écouté en silence, son visage devenant de plus en plus grave. « Faut qu'on fasse quelque chose », a-t-il dit une fois que j'eus fini. « On peut pas laisser ça comme ça. » Nous avons discuté pendant des heures, pesant le pour et le contre de chaque option. Finalement, nous avons pris une décision qui allait changer nos vies. Nous allions prendre la drogue et l'enterrer sur la plage. C'était risqué, mais moins que de la laisser dans la chambre ou d'alerter les autorités. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, nous sommes retournés à l'hôtel. Le cœur battant, nous avons récupéré la valise et nous sommes dirigés vers la plage. La lune éclairait faiblement le sable, projetant des ombres inquiétantes. Nous avons marché longtemps, jusqu'à être sûrs d'être loin de tout.
Marc a commencé à creuser pendant que je faisais le guet. Chaque bruit me faisait sursauter. Le vent dans les palmiers, le clapotis des vagues, tout me semblait suspect. Quand le trou a été assez profond, nous y avons déposé la valise et l'avons recouverte de sable.